sais pas s'il y a d'autres choses que je peux dire, mais c'est grosso modo ça. Ça fait pas mal, hein. Donc, à un moment donné, si moi, je ne prenais pas ma vie en main, personne n'allait le faire. Donc, je suis petit comme ça. Je suis tout petit, tout mince. En 2008, il y a toujours les mêmes problèmes en Côte d'Ivoire. Je dois revenir. Je dis, waouh, ça, c'est un bon truc, ça. Ah, ça, c'est un bon truc. Et donc, il fallait sortir 30 000 euros en une fois. Il y a 2 000 euros qui rentrent dans leur poche. Ils rentrent en Afrique, unissons-nous, et puis il n'y a rien qui se fait. J'en avais marre d'entendre ça. Tu parles bien. C'est mieux, hein. Pas du tout. Tu n'as rien vu encore. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Encore bienvenue chez Rafiki Mentor si tu es nouveau sur cette, nouvelle sur cette chaîne. En tout cas, bienvenue à toi. Par surprise, tu vois, il y a mon invité qui m'a fait une surprise. Et une surprise, elle était un peu programmée, hein. Mais voilà, il va nous expliquer un peu tout ça. Et du coup, interview live, c'est la première fois que je fais une interview live. Hein. C'est que mon invité va nous expliquer son parcours. Et je pense qu'il y a pas mal d'inspiration qu'on va avoir aujourd'hui. Donc, je t'invite à t'abonner ou bien t'asseoir, tu vois, et on va commencer parce que mon invité, il n'a pas le temps, tu vois, il a plein de trucs à gauche, à droite, il court à gauche, à droite, mais on va voir clair dans son histoire de monter, descendre, tout ça, il va nous expliquer tout ça. Mais avant qu'il nous dise ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, c'est bien de voir le côté caché de l'iceberg, le truc qu'on ne voit pas là, tu vois, les efforts de malade, les sacrifices, les abstinences qu'on a eues. Du coup, il va nous expliquer ça. Donc, je te présente l'investisseur africain. Il va se présenter tout naturellement, même si peut-être tu le connais. Là, tu vas le connaître sur un autre angle avec Rafiki Mentor. Donc, je ne vais pas perdre plus de temps que ça parce que je sais que c'est quelqu'un de très occupé. Et comme ça, de toute façon, le live sera en replay sur la chaîne YouTube Rafiki Mentor. Et comme ça, les personnes pourront regarder. Donc, sans plus attendre, je fais monter mon invité et mets des commentaires si tu aimes ces live interviews en direct ou pas. Tu me diras. Allez, let's go et c'est parti. Bienvenue. Bonjour Rafiki, est-ce que tu m'entends bien là? Là, c'est parfait là. C'est parfait? Donc ouais, je suis un peu dans le noir, c'est normal, c'est un nouveau décor que je suis en train de créer ici. Ça va, comment tu trouves ça? Je suis content d'être sur ta chaîne depuis le temps, on devait faire ça. Merci de m'inviter ici en tout cas. Merci d'avoir accepté. Hein. Je sais que ton emploi du temps, il y a eu des choses. Mais franchement, c'est chaud en ce moment là. Donc aujourd'hui, comme d'habitude, hein, interview, mais en live. Là, je vais poser des questions sur son parcours. D'où il a commencé. C'est d'où sort l'investisseur africain de son vrai nom. Il va se présenter. Mais avant de commencer, juste explique-nous rapidement qui tu es là, qu'est-ce que tu fais. Juste, voilà. Qui je suis? Ça, c'est une bonne question. Je ne sais même plus comment me définir, tellement je suis partout en même temps. Mais je dirais, je m'appelle Souoni Jean-Yves. Ça, c'est mon prénom. Je pense que je vais bientôt laisser le Jean-Yves et je vais que m'appeler Souoni pour plusieurs raisons. Okay? Voilà, Souoni, c'est mon premier prénom. C'était censé être mon nom de famille. Et puis voilà, vous savez, au pays, parfois les papiers ne sont pas très bien faits. Donc, Souoni, c'est mon premier prénom. Jean-Yves, ce sont les autres prénoms. Et il y en a un autre. Donc, je réponds au nom de Jean-Yves pour faire court à l'état civil. Je suis africain. Je suis aujourd'hui investisseur, ou je devrais dire multi-investisseur dans plusieurs domaines, dans plusieurs entreprises. Et je suis revenu vivre en Côte d'Ivoire depuis Dubaï, depuis maintenant plus d'1 an. Donc, j'investis dans pas mal de domaines et dans pas mal d'entreprises. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses que je peux dire, mais c'est grosso modo ça. Ça fait pas mal, hein. Ça fait c'est sûr, mais c'est ça. C'est grosso modo ça. OK. En tout cas, merci de cette présentation claire. Hein. Et on voit que tu fais pas mal de choses. Du coup, c'est intéressant. Aujourd'hui, tu as quel âge? Ouf. C'est vraiment important de savoir ça. Oui, c'est important pour refaire l'histoire, tu vois. Ah bon? C'est vrai que je me pose pas trop la question, mais je me rends compte que je suis quand même un peu vieux. Et d'autres aussi me diront que je suis jeune. Petit quiz, toi, tu me donnerais quel âge? Bonne question. Moi, je te donnerais 38 ans, quelque chose comme ça. Ah, t'étais pas très loin. J'aurai 38 ans dans 4 mois, à peu près en janvier. Donc, c'est encore en octobre, non? Ouais, novembre, décembre, dans 3 mois.
Donc, Ouais. sinon, j'ai 37 ans aujourd'hui. Ah ouais, donc un an près, Ouais. c'était bon. C'est ça, c'était bon. Ok, bon, la prochaine fois, ça sera le bon. C'est ça la bonne. 37 ans, bah du coup, bah où t'as commencé ta vie? Bah, j'ai commencé ma vie dans le ventre de ma mère, j'ai envie de dire. Ouais, toi aussi. Ou d'autres. En Ou... fait, tu sais ce qui se passait là-bas. Bon, je sais pas. Où j'ai commencé ma vie, ou en termes de localisation, ou en termes de quoi? Ça, c'est une question très vaste, hein. Ah, ok, bah, on va faire simple. De tes 0 à 15 ans, qu'est-ce qui se passe? Quelle est Ok, l'évolution de ok, Jean-Yves? je vois. Bon, moi, je suis né en Côte d'Ivoire, mon très beau pays que j'aime, à Abidjan. Donc, je suis né en 86 et comme j'ai l'habitude de dire, moi, quand je naissais, ma mère, elle était élève. Ma mère était élève en Ok. seconde, donc elle m'a eu très jeune. Et quand elle est tombée enceinte de moi, bah, du coup, elle vivait chez son oncle qui l'a un peu mise dehors, quoi. Ma mère se Hmm. retrouvait dehors enceinte, très jeune. Ok. Et bah, mon père, du coup, qui l'avait enceintée, a dû la récupérer et un peu rester avec elle de force. Mon père, elle ne le savait pas encore. Mon père avait déjà une autre femme et une autre famille. Il ne lui avait pas dit ça. Bon, voilà, ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas de moi. Donc, quand je suis né, ben, c'était dans une famille polygame en quelque sorte. Donc, je nais en 86 à Abidjan. 2 ans plus tard, c'est très chaud chez mon père parce que mon père, comme plusieurs Africains, il avait l'argent quand je naissais, hein. Je suis Mhm. né dans un quartier très intéressant à Marcory GFCI, groupement foncier pour ceux qui connaissent. Et 2 ans plus tard, mon père qui était dans le bâtiment, il fait faillite, il perd tout son argent, mais là, qui passe de plus et je ne sais combien à moins l'infini, donc c'est compliqué. Donc mes parents sont obligés de partir au village. T'imagines habiter dans un quartier résidentiel dans la capitale et ensuite devoir partir au village parce que c'était compliqué. Donc mon père, ma mère et tout le monde part au village. Et ma mère, elle décide de Ouais. revenir à la capitale, voilà, quelques années plus tard, 3 ans plus tard, c'est-à-dire nous laisse avec mon père pour revenir se chercher ici, parce que le village était quand même assez difficile pour elle, qui a grandi en ville, qui avait tout fait. Donc ma mère revient quand j'ai 5 ans, 5, 6 ans. Je Mhm. pars à l'école au CE1. Donc je grandis à Abidjan, je fais mon cursus primaire, mon collège, mon lycée, ici à Abidjan, jusqu'à mes 17 ans. J'obtiens le bac, hein, le bac série C, le bac scientifique à 17 ans. C'est Et quoi après mes l'équivalent 17 de ans, série C, c'est le bac scientifique. Tu vois, scientifique? Ok. c'est les anciens trucs. Ça, c'est l'ancien programme français colonial qu'on utilise encore aujourd'hui en Afrique. Va savoir pourquoi. Ok. Donc, on appelait ça bac C, bac A, bac D. Et ça existe toujours d'ailleurs. Donc, D, c'est pour sciences. Sciences, c'est comment on appelle SVT là? C'est les trucs de Sciences et de la sciences, vie de de la la vie et de Terre. la terre, voilà, quelque chose comme ça. Et puis, on a le bac scientifique, c'est bac C, et bac A pour le bac littéraire. Donc, moi, j'obtiens le bac C avec une mention assez intéressante parce que, bah, bien sûr, je nais dans une famille quand même assez pas nantie du tout, assez pauvre. Donc, moi, je comprends tout de suite que je n'ai pas trop le choix, quoi. Tu sais, quand on grandit dans nos quartiers Mhm. populaires, quand on revient à Abidjan, tu as 3 choix. Soit tu sais jouer au ballon, donc tu sais jouer au foot, et comme la plupart des joueurs de foot, bah, tu t'en sors, tu gagnes tu obtiens un grand club, et puis tu pars ensuite dans ce club-là. Ou soit tu Ouais. sais danser et chanter, donc tu fais une carrière dans la musique, tu sais chanter, Le danser, tu pars quelque showbiz. part. Voilà, c'est ça, showbiz. Soit j'ai envie de dire, bah, tu fais un peu une promotion canapé, c'est-à-dire tu sors avec quelqu'un qui te met bien, qui te permet de réussir. C'est vrai que ça aussi, c'est une option. Ou bien la dernière Ok. option, c'était les études. Voilà. C'était les études, tu travailles bien pour avoir un avenir. Moi, je ne savais pas du tout jouer au foot. J'étais tout mince, maigrelet, comme pas possible. J'étais toujours le plus mince de ma classe, donc c'était Ah compliqué ouais? le foot. Je savais danser un peu, mais chanter, c'était pas possible du tout. Donc, ça allait être compliqué. Se vendre pour réussir, c'est pas du tout dans mes habitudes. Donc, il ne me restait que les études. Donc, moi, très tôt, depuis l'âge de CE1, j'ai compris qu'il fallait que je prenne mes études au sérieux. Donc, la privation, je connais quoi. Je me privais du tout. Pendant que mes amis jouaient, moi, j'étudiais. Tous les soirs, je travaillais parce que je me disais que c'était le seul moyen de m'en sortir. De Donc, t'en j'ai sortir. l'habitude de dire, voilà, de m'en sortir. J'ai l'habitude de dire que je n'ai pas eu d'enfance parce que je travaillais jusqu'au CM2. Ma mère, elle me mettait pas mal de pression parce que ma mère, quand moi je suis venu, c'était un peu une disgrâce pour elle en quelque sorte, tu vois. Voilà, tu vas à l'école et tu gagnes, tu as un enfant, on te voit bizarrement. Donc, elle n'arrêtait pas de me dire que moi, j'allais prendre sa revanche, que tous ceux qui l'ont moqué en quelque sorte, ils allaient se Mhm. mordre les doigts parce que l'enfant que tout le monde ne voulait pas, bah, c'est cet enfant-là qui va briller, quoi.
Donc, ma mère me mettait pas mal de pression. Elle me protégeait aussi, hein. Donc, elle me poussait à aller à l'école et tout, jusqu'au point où elle n'avait même pas besoin de me dire de travailler. Et moi, je savais qu'il fallait que je travaille. Donc, c'est un peu ce genre d'enfance-là que j'ai eu. J'ai eu une enfance dans les cahiers, dans les livres. J'étais tout le temps en train de travailler. J'avais très peu d'amis. Je jouais très peu. Donc, ça faisait que j'étais assez casanier. Je sais pas comment aujourd'hui je me suis retrouvé sur les réseaux sociaux, mais j'étais très renfermé sur moi-même, très casanier. T'étais timide ou pas? Et voilà quoi. Comment? T'étais timide Timide, non, c'est bizarre. Ouais. Je n'étais pas spécialement timide. J'étais réservé. Ok. Tu vois, j'étais réservé, mais quand moi, en fait, j'étais toujours le plus petit de la classe. Il y avait toujours des costauds. J'étais le plus petit en âge, j'étais le plus petit en forme. Mais quand les grands, là, ils me provoquaient, je leur disais, écoute, tant qu'on est dans la même classe, on est pareil, quoi. Tu peux être costaud comme tu veux, mais si tu veux me montrer que tu es le grand frère, va dans la classe supérieure. Donc, je n'étais pas timide, mais j'étais juste réservé. Et je suis un gars qui regarde beaucoup, qui observe beaucoup, qui parle peu. Maintenant, YouTube a fait que je parle beaucoup, mais sinon, On a vu, avant, voilà, vu, hein. c'est clair. Mais sinon, je ne parlais pas beaucoup, hein, j'observais seulement. Bon, j'ai commencé à parler tard d'ailleurs, j'ai commencé à parler à mes 4 ans. Les enfants, généralement, à 2 ans, ils commencent à dire des mots. Moi, j'ai commencé à parler à 4 ans. Très tard, Ah, c'est ça? voilà. Très tard, moi, j'ai commencé à parler très tard. Et donc, mais ça a été un avantage parce que j'observais beaucoup. Et c'est bizarre, mais je me rappelle de toutes les observations que je faisais. Déjà, même à 4 ans, je regardais ce que les gens faisaient. Donc, j'arrivais à comprendre ça. Mais déjà petit, j'étais très, très réservé. Très, très réservé. Ah ouais, c'est pas mal ça. Ouais, c'est Et du bizarre coup, pour dire qu'on peut être réservé et puis totalement passer à un autre, à une autre personnalité. ouais, est-ce que tu connais la différence entre timide et réservé? Parce que j'ai l'impression que c'est la frontière, elle est. Timide, bon, moi je sais pas, timide, c'est quelqu'un qui ne va, même s'il veut dire des choses, qui ne va pas arriver à le dire parce qu'il ne se sent pas dans son élément, tu vois? Donc c'est quelqu'un qui va être peut-être renfermé sur lui-même, mais qui aura peur de dire quelque chose. Réservé, c'est quelqu'un qui peut dire, mais qui préfère ne pas dire. Tu vois, c'est très Peut subtil, dire, mais qui préfère. mais qui ne préfère ne pas dire. Maintenant, s'il y a besoin de dire, il n'aura pas peur de dire. Tu vois, moi, Ah, c'est pour ça que j'ai dit réservé. Moi, je suis tranquille, je suis calme, mais tu me provoques, là, tu vas me sentir. Tu vois, et c'est comme ça que je blague beaucoup de personnes parce qu'il y a des gens qui se disent, oh, lui, là, il est timide, il va rien faire. Moi, je suis là dans mon cœur, je rigole, je dis, eh, s'il savait, quoi. S'il savait à qui il avait affaire. Et tu vois, quand même, je venais sur YouTube, je dis, ah, lui, ça va passer et tout. Je dis, eh, les gars, ils savent pas encore à qui ils ont affaire. Donc, c'est-à-dire que, voilà, partout où je pars, on me dit, oh, il est calme, il va rien faire, tu vois, ça donne. Je dirais que je suis un faux timide. Tu vois, quand tu vas me voir, tu vas dire, mais lui, il est timide, il parle pas beaucoup, et puis il commence à parler, puis tu le vois déchaîner, tu dis, mince, on s'est trompé sur lui, quoi. Donc, bah, c'est pas volontaire, mais c'est voilà, c'est ma personnalité, hein, et puis je me prends comme je suis. ok. Attends, tu m'as expliqué 4 options. Tu vois, Voilà. danser, faire, voilà, tout ça. Mais j'ai pas eu l'option entrepreneuriat. Est-ce que tu connaissais ce concept-là ou pas à ce moment-là? Non, nous, absolument pas. C'est quand tes parents te mettent à l'école, c'est pour que tu ailles à l'école, que tu aies un diplôme pour Ouais. travailler dans la fonction publique. Entrepreneuriat, jamais de la vie, ça faisait pas du tout partie des options. Tu vois, moi, j'ai Ok. découvert l'entrepreneuriat, bon, je peux dire un peu tard, d'une Oui. certaine façon, mais à l'époque, c'était pas du tout le programme. Moi, mon objectif, l'option, c'était juste aller à l'école, être premier de la classe tout le temps, tu vois, pour ensuite avoir un bon boulot, quoi, et puis gagner sa vie, après se marier, acheter une maison et puis vivre heureux, quoi. Le schéma classique qu'on nous enseigne ici en Afrique. Et Ouais, ouais. l'entrepreneuriat est venu un peu plus tard, tu vois. Non, mais tu as raison, ça se voit que tu as une tête de premier de la classe, hein. Ça, je Ah te. bon? Tu es sûr? Non, mais on me disait ça, il y a des gens qui détestaient ça. Parce que moi, je suis le gars, quand à Ah ouais? l'école, j'étais toujours devant, il fallait que je m'asseye devant, je vais tout comprendre. Tu vois, le préféré des professeurs, Le parce que l'enfant professeur, le plus modèle, tu chouchou. vois, c'est ça le plus chouchou. Quand il y a des trucs, j'étais chef de la classe, par exemple. De la troisième à la terminale, j'étais chef de la classe. Parce Chef que, de classe, ça bon, veut dire délégué? Est-ce que c'est ouais, chef de l'équivalent classe, ça de veut dire délégué? délégué, c'est ça. C'est Ouais. l'équivalent des délégués. Donc, quand j'étais à la réunion des professeurs, j'étais aussi représentant des élèves. Donc, Ah ouais. voilà, j'étais quand même l'étudiant sérieux qui est toujours dans les bottes, qui ne fait pas trop de dégâts, qui est là, voilà, qui respecte un peu Ok. les codes, quoi. J'ai été Ok. toujours comme ça. Ouais. Et ce comportement-là, tu l'as eu parce que tu avais un objectif clair sur tes C'est études. ça. C'est ça? C'est ça, c'est ça. Moi, j'ai eu l'opportunité ou la grâce, ou on appelle ça comme on veut, de Mhm. savoir très tôt ce que je voulais.
Mais c'est aussi dû à l'éducation que m'a donnée ma mère. Hein, parce qu'au CM2, j'avais quoi, 9 ans. Ma mère m'a fait asseoir. Hein. Comme j'ai l'habitude de dire, on était dans un studio ou un appartement de une chambre-salon à l'époque. Très chaud. On était 12 dedans parce que j'ai 9 frères et sœurs, plus ma mère et mon père. Donc, ma mère m'a fait asseoir clairement. Elle m'a dit, écoute, tu vois tout ça, c'est tout ce qu'on a aujourd'hui. Tu vois, c'était compliqué. On était dans un quartier populaire. Et elle a dit, en fait, tu ne peux compter que sur toi-même. C'est que tu ne peux pas compter sur ton père ni sur ta mère. Ma mère gagnait à l'époque 150 000 francs CFA par mois, 225 euros. Et c'est avec 225 euros qu'elle s'occupait d'une famille de 12 personnes. Mon père, malheureusement, était abonné absent. Il avait d'autres soucis, jouait au PMU, cherchait les femmes et tout. Donc, c'était elle un peu qui était le père et la mère en même temps. Mais elle m'a dit que ça allait être compliqué. Tu vois, qu'elle ne pouvait pas s'occuper de nous tous. Donc, à un moment donné, si moi, je ne prenais pas ma vie en main, personne n'allait le faire. Tu t'imagines, tu as 9 ans, pendant que tous tes autres amis sont en train de jouer et tout, ta mère te dit ça, quoi. Donc, très vite, j'ai pris conscience de ça. Et comme je suis le premier de ma mère, j'étais un peu un enfant protecteur au final, parce que je me disais que c'était à moi de veiller sur ma mère. Tu vois, quand tu as cette responsabilité à 9 ans, du coup, tu ne te permets pas certaines choses. Et ma mère l'a poussé un peu, elle a poussé le bouchon loin. Parfois, quand elle gagne son salaire, elle prend 150 000, un enfant de 10, 15 ans, elle vient, me donne et dit, c'est toi qui vas gérer. Donc, c'est à toi. Ouais, mais oui, ma mère, c'était, voilà. Elle dit, OK, c'est toi qui gères. Moi, je prends là. Mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je suis là. Je lui ai dit, non, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Bon, après, j'ai été très mauvais en gestion derrière. Hein. Ça ne m'a pas forcément aidé à ce niveau-là. Mais le sens de la responsabilité est arrivé très, très tôt. Et ça, c'est grâce à maman quand même. Mais c'est fort ce que tu nous dis là, parce que à 9 ans, tu es déjà responsable. C'est ça. Et on t'apprend la responsabilité, même si tu as fait des erreurs. Et du coup, c'était pas un fardeau. Est-ce que c'était pas lourd? Mais c'est parfois lourd. Parce que quand tu as 9 ans, tu as envie de t'amuser. Je ne dis pas que je ne me suis pas amusé. Hein. Je n'ai pas eu non plus d'enfance malheureuse. Tu vois. Mais ça m'a permis de savoir qui j'étais. Et ça m'a permis de me protéger de plusieurs choses. Tu vois, quand on part au lycée, il y a des personnes qui ont des parents nantis, qui ont de l'argent, qui dont leur objectif, c'est de chercher les filles, d'avoir des baskets, les dernières paires de chaussures et tout. Moi, je savais que je ne pouvais pas m'offrir tout ça. Et la seule façon de pouvoir m'offrir tout ça était d'avoir mon propre argent. Parce que ma mère, qu'est-ce qu'elle faisait quand elle achetait les chaussures? Mais comme toutes les autres mamans à l'époque, elle t'achète des chaussures 2 fois ta pointure. Donc, je suis petit comme ça. Je suis tout petit, tout mince. C'est clair. Donc, elle m'achète des chaussures 2 fois ma pointure. Donc, je porte ça pendant 5 ans, les mêmes chaussures. Et donc, je peux avoir les mêmes chaussures pendant 3 ans, pendant que mes amis, ils changent de chaussures tout le temps. Moi, je viens avec les mêmes chaussures jusqu'à ce que ça sente, tu vois. Donc, c'était un peu ça. Du coup, cette responsabilité m'a poussé à me dire, bon, ma mère a dit, tu veux quelque chose, tu te bats pour l'avoir. On ne va pas te spoiler. Elle nous faisait des cadeaux, elle faisait tout ça. Mais c'était vraiment l'éducation à l'africaine dans le sens où il n'y a que toi pour te sortir du pétrin. Personne ne viendra te sortir du pétrin. Tu vois? Donc, ça fait que jusqu'à aujourd'hui, je ne compte sur personne pour m'aider. Quand je vois des gens attendre l'État, ah, l'État ne nous crée pas des emplois, je dis, mais vous allez attendre toute votre vie. L'État ne va rien faire. Vos propres parents ne vont rien faire. Vous comprenez? Donc, il n'y a que vous qui pouvez vous sortir du pétrin. Si vous ne faites rien, vous allez rester dans votre merde, désolé du terme, aussi longtemps que possible. Je t'en prie, hein. Tu vois? Et c'est ça. Et ça m'a aidé. Donc, responsable très tôt, mais ça a été bénéfique ensuite. Ça fait qu'aujourd'hui, dans toutes mes activités, je prends toute la responsabilité. Quand je fais des erreurs, je prends les responsabilités. Je n'ai aucun mal à même prendre des risques. Tu vois, j'ai une aversion au risque qui est très développée parce que j'ai grandi avec en quelque sorte, quoi. Ok. C'est très intéressant. J'ai l'impression que j'ai parlé beaucoup de moi aujourd'hui, là. J'ai pas l'habitude. Non, aujourd'hui, tu vas parler. J'ai pas l'habitude, là. Oui. Du coup, comme je vous ai dit, vous allez voir Jean-Yves sur un autre angle aujourd'hui. Donc, donc là, tu commences. Et comment tu arrives en France, c'est ça? Parce que c'est ça. Pas mal. Bon, après le bac, je passe d'abord par le Maroc. Hein. Donc, je vais au Maroc pour étudier. Voilà, c'est le Maroc. Et moi, à la base, je ne veux pas partir de la Côte d'Ivoire. Ça, les gens ne savent pas. Moi, je ne voulais pas partir de la Côte d'Ivoire. Je ne voulais pas partir de la Côte d'Ivoire. Je n'étais pas le genre d'enfant qui rêvait de partir à l'étranger. De voyager. Je voulais voyager, découvrir le monde, mais pas forcément partir à l'étranger. Donc, je gagne le bac. Ici, on a une école qui s'appelle INPHB, Institut National Félix Houphouët-Boigny. C'est la plus grande école de Côte d'Ivoire. Donc, tout le monde rêve d'y aller. Et moi, mon objectif, c'était d'y aller, avoir un diplôme et puis commencer à travailler dans l'administration, tu vois.
Donc, je ne rêve pas spécialement d'étranger. Mais j'obtiens mon bac en 2003. Pour ceux qui connaissent l'histoire, en 2002, il y a un coup d'État en Côte d'Ivoire sous Gbagbo qui ne fonctionne pas. Et donc, le pays est partitionné. Donc, quand je regarde ça, quand j'ai mon bac, je regarde ça, je me dis, bon, je ne vais pas me donner une seule option. Il faut que j'ai plusieurs plans. Donc, j'ai mon bac. Je n'attends pas que quelqu'un vienne me dire quoi faire. Je me lève, je vais dans les différents ministères, au ministère des Affaires étrangères, pour voir le moyen de partir étudier à l'étranger. Tu vois, au cas où ça dégénère. Parce que si ça dégénère, les écoles sont fermées, les universités sont fermées. Donc, je me dis, bon, il faut que je fasse attention, tu vois. Donc, je me lève, je m'en vais, je cherche des inscriptions pour la France. Ça ne fonctionne pas parce que j'y étais allé un peu tard. Et puis, la France ne m'intéressait pas vraiment pour dire. Le Canada, ça prend une plombe. Tous tes frères là, sont là, ils font non, mais moi, la France ne me disait pas, hein, je t'assure, la France ne me disait absolument pas. Et les gens m'ont dit, c'est facile de dire maintenant, mais ceux qui me connaissent savent. Donc, le Canada, c'est un peu trop tard. Donc, je demande une bourse pour la Tunisie, pour l'Algérie et pour le Maroc. Heureusement, l'Algérie, ça ne marche pas parce que je pense que ça allait être un calvaire. La Tunisie aussi, ça ne marche pas. Donc, il n'y a que le Maroc qui marche. Le Maroc, donc, voilà, le Maroc marche. Pendant que je fais les démarches pour la bourse, je suis le seul sans ses parents. Je ne dis même pas à ma mère, à personne. Je m'en vais, j'obtiens la bourse. Et quand j'obtiens la bourse, maintenant, je garde pour moi. Et les choses commencent à dégénérer un peu en Côte d'Ivoire. 2003, ça commence à être compliqué et tout. Donc, je viens voir ma mère. Je dis, bon, moi, j'ai une option B. Je viens d'obtenir une bourse pour aller au Maroc. Et ma mère qui dit, mais comment tu as fait? Où tu es passé? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, moi, j'ai pensé à l'option B. Hein. Moi, je me suis débrouillé. J'ai la bourse. Maintenant, si jamais c'est chaud, c'est difficile en Côte d'Ivoire, autant partir. Donc, t'imagines, ici, si je restais, j'allais être un ingénieur, j'allais aller dans la meilleure école de Côte d'Ivoire. Au Maroc, je pars, c'est pour être à la faculté. Donc, tu vois, c'est pas le même niveau. Donc, je suis pas non plus enthousiaste de partir au Maroc, mais je me dis, bon, autant aller au Maroc, être en sécurité, que de rester en Côte d'Ivoire et puis de ne pas avoir à étudier, quoi. Donc, on décide finalement que je parte au Maroc. Donc, ma mère, c'est compliqué pour elle. Je viens la voir, je lui dis, bon, comment je peux lui dire, j'ai la bourse, mais il faut payer le billet d'avion pour partir au Maroc. Le billet d'avion coûte à l'époque 300 000 francs CFA. Et tu as mis comment c'est la bourse, là? Et ben, c'est ça. Et pour te dire comment c'était chaud, ma mère n'avait pas les 300 000 francs CFA pour me payer le billet d'avion. Comment tu fais? Voilà, ma mère n'avait pas le billet, les 300 000 francs. Mais c'est ça, c'est ce que j'explique aux gens. Quand tu es quelqu'un qui t'aide, les gens se sentent obligés de te pousser. Tu vois? Attends, un enfant qui s'élève à 17 ans, il va chercher une bourse. Il vient et puis il dit, voilà, j'ai une bourse. Maintenant, il reste juste à payer le billet. Même s'il faut remuer ses l'été pour payer le billet, il va payer le billet. Et la bourse au Maroc, c'était que dalle. Hein. C'était 75 € par mois. C'était que dalle. Mais voilà, mais moi, je me dis, j'ai la bourse, c'est le plus important. Quand je dis bourse, les gens pensent à beaucoup de choses, mais ce n'est pas forcément quelque chose d'extraordinaire. Donc, ma mère, elle remue maintenant si elle est terre, elle voit ses frères, elle voit ses cousins, elle voit tout le monde pour payer le billet. Et c'est une de ses tantes, bon, c'est la femme d'un de ses oncles, de ses oncles, qui me paye le billet. C'est elle qui dit, bon, elle prend le billet en charge, elle paye les 300 ou 350 000 de l'époque, c'est quand même beaucoup. Et c'est comme ça que je pars au Maroc, à 17 ans. Donc, j'arrive au Maroc, le but, c'est de passer 4 ans. Même pas majeur, tu vois. J'arrive tout seul, enfant, j'étais content. Bon, j'étais content de partir, mais très triste aussi de laisser ma mère parce que j'étais très proche de ma mère et comme je disais, c'était un peu moi qui veillais sur elle, quoi. Ma mère, elle ne pouvait pas sortir sans son sac à main, comme on disait. J'étais son sac à main quand elle soit, mon fils vient. Donc, je la protégeais un peu. Donc, quand je partais, ça, c'est une image très triste que j'ai toujours en tête. Je suis en train de partir, je suis à l'aéroport d'Abidjan. Il y a fait une forme de vitre où ceux qui accompagnent restent dehors et puis ceux qui partent, ils rentrent donc derrière la vitre. Moi, je vois ma mère en train de pleurer à chaudes larmes, son fils de 17 ans qui n'a jamais quitté le pays. Elle pleure, elle pleure, elle pleure. Et puis moi, je suis déchiré parce que je suis content de partir. Et en même temps triste de laisser ma mère. Et quand je partais, je ne savais pas que c'était la dernière fois que j'allais la voir en réalité. Donc, moi, c'est la dernière image que j'ai, mais bon, ça, je pars comme ça. Et puis, j'arrive au Maroc et puis les choses se passent comme elles se passent, quoi. Tu vois? Et au Maroc, ça se passe bien. Au Maroc, il y a beaucoup de pièges aussi, forcément. Il y a des enfants qui rentrent dans la drogue, qui rentrent dans plein de problèmes. Mais moi, comme j'ai appris à vraiment être sérieux, j'ai pu déjouer tous ces tours-là et puis être un enfant qui est très, 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 très focus quoi, sur son avenir. En tout cas, c'est une histoire. Bon, je peux écrire un livre, hein, je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que j'attends? Là, je ne m'attendais pas du tout. Hein. Ah bon? Ça a donné des frissons et tout, la mort qui part, les vitres. Non, faut pas. Ça vient dans le livre, tout ça, je vais bien expliquer.
Il faut que j'ai le temps. Ah, donc là, tu en exclusivité, les petites. Voilà, les petits détails que je donne là, c'est en exclusivité. Donc, c'est Ah, comme ça que je me retrouve au Maroc. Je fais 3 villes au Maroc. Je fais Agadir, 2 ans à Agadir, 2 ans à Tanger, et puis 1 an à Rabat. Bon, à Rabat, c'était pas trop voulu, avec tout le racisme et tout ça qu'on connaît, mais bon, ça reste quand même une belle expérience. ok. Et puis après le Maroc, maintenant, il y a l'histoire pour aller en France. Voilà, C'est ça. Donc, c'est ça que je veux bon, venir là. du coup, je suis au Maroc, j'obtiens ma maîtrise. Et normalement, l'objectif, c'était de repartir vivre en Côte d'Ivoire après la maîtrise. Et ça, Ok. on se retrouve en quelle année? Donc, c'est en 2008. En 2008, il y a toujours les mêmes problèmes en Côte d'Ivoire. Je dois revenir, tu vois. Et j'ai pas vu ma mère du tout pendant les. Bon, je suis arrivé en 2003 au Maroc, je suis resté jusqu'en 2007. Ma mère, bah, bien sûr, elle dit, ouais, mais viens passer les vacances. Ben moi, je peux pas trop venir passer les vacances parce qu'aller passer les vacances, c'est 350 000, il faut qu'elle paye le billet. J'ai pas envie de lui dire, ben, prends dans ton argent et tout. Donc, moi, je repousse, je repousse. Je dis, un jour, on va se voir, un jour, on va se voir, un jour, on va se voir. Donc, Mhm. j'arrive jusqu'en 2017. J'ai ma maîtrise. Et 2017, je dois rentrer, mais bon, voilà, c'est un peu compliqué quand même parce que j'ai pas travaillé, il n'y a pas trop d'argent pour venir en vacances. Bon, je me dis, je reste une année encore au Maroc, j'essaie de travailler, tu vois, je travaille et pendant que je travaille, je peux mettre de l'argent de côté pour rentrer. Donc, et en même temps, je peux avoir aussi je peux faire un diplôme. Donc, après ma maîtrise en statistique, je décide d'avoir un master en mathématiques financières et puis en même temps, je travaille dans un call center. Je me Coach, rappellerai toujours. Call center, oui. Donc, c'était pour qui? Pour Bouygues, je sais pas quoi. oui. Donc, c'était des clients français qui appelaient. Donc, déjà, j'avais un peu un avant-goût des Français, Rochon. Vraiment, c'était pas évident. Mais bon, on faisait le travail. C'est ça, les Dupont qui appellent pour crier, hurler à tout moment. Ouais. Donc, moi, donc 2008, mauvaise nouvelle. Pendant que moi, je suis en train de préparer tout pour rentrer en juin, pour Mhm. du coup, définitivement rester avec ma mère, je reçois un appel en mars 2008 d'une de mes tantes qui me dit que ma mère est décédée. Voilà. Non. Ouais, tu Ah vois, ouais. tu peux imaginer le désarroi et tu sais, on dit, il y a des gens, on a beaucoup de modèles dans la vie, mais moi, ma mère, c'était mon modèle, c'était mon tout. J'ai envie de dire parfois, c'était mon Dieu, hein. C'était tout ce que j'avais de plus cher et tout ce que oui, j'ai pas peur de le dire. Les gens disent, oui, mais oui, c'était mon Dieu sur terre, en réalité, tu vois. Dieu, c'est vraiment quelqu'un ma mère, je la vénérais énormément. Et donc, quand cette nouvelle arrive, ça me fait un gros choc. Un gros choc. Je sais pas, j'avais envie de me jeter par le pont parce que Ah, mais tout ce que je, voilà, t'imagines? c'est ça, tout ce que je faisais, c'était pour rendre ma mère un peu fière aussi, en quelque sorte. Et puis qu'elle se dise finalement, les études qu'elle n'a pas eues, bah, son enfant allait loin et tout. Et donc, tu vois, t'imagines, tu fais tout ça pour ta mère et puis elle part comme ça. Elle Et part, elle est quoi. partie dans des conditions un peu atroces, mais bon, on va pas rentrer dans les détails. Donc, Oui. en mars, ça arrive. Du coup, mars, il faut absolument que je rentre. Tu vois, il faut, voilà, je peux pas, il faut que je rentre. Et comment je rentre? C'est quelqu'un avec qui ma mère travaillait. Donc, parce que ma mère, elle était aide préscolaire. Donc, Ok. elle avait des enfants. Donc, elle s'occupait des enfants de personnes dans une école française. Donc, c'est une des personnes dont elle s'occupait de son enfant qui était très gentille. Voilà, ma mère avait tellement pris soin de leur enfant que c'est eux qui payent le billet d'avion pour que je puisse rentrer. Donc, je rentre, tu vois. Je participe aux obsèques de ma mère. Et puis, eux, ils me demandent, mais qu'est-ce que tu veux faire, tu vois? Qu'est-ce que tu veux Mhm. faire? Dis-nous quelque chose. Heureusement, c'était une personnalité très haut placée hein, que je n'imaginais même pas rencontrer, je ne sais pas, quelque part. Donc, c'est eux qui demandent qu'est-ce que je veux faire. Donc, entre-temps, j'avais eu une maîtrise en statistique, mais je Ok. voulais avoir un diplôme d'ingénieur. Je voulais me perfectionner, tu vois. Le diplôme d'ingénieur, c'était toujours intéressant. Et moi, j'étais à fond diplôme, tu vois. Premier. Il faut avoir tous les diplômes possibles. Mhm. Donc, ils voulaient me proposer un poste dans la fonction publique. Moi, je leur dis, attendez un peu, tu vois, dans la fonction publique et tout, au port autonome d'Abidjan. Moi, je leur dis, bon, je ne pense pas, avec la formation que j'ai eue au Maroc, pouvoir remplir un poste pratique maintenant. Mais par contre, j'avais fait des démarches, sans même être sûr de partir en France, j'avais fait des démarches pour aller me perfectionner en France. Donc, c'était le plus simple parce que c'était la meilleure école des statistiques en France, Ok. l'ENSAI. Donc, je me L'INSA. disais que voilà, si je faisais cette école-là, forcément, ça allait m'ouvrir des portes. Et c'est comme ça qu'ils disent, OK, on va t'accompagner en reconnaissance à ta mère pour tout ce qu'elle a fait pour notre fils. On va te donner une bourse pour que tu partes là-bas. On va t'envoyer de l'argent pour que tu puisses étudier. Tu Oui. vas 2 ans, tu vas Mhm. vivre et tout. 2 ans, tu restes là-bas 2 ans. Et après les études, tu reviens en Côte d'Ivoire et il y a un poste qui t'attend. Voilà un peu, tu vois comment on ouvre les portes. Donc, c'est comme ça.
au décès de ma mère, il y a une autre porte qui s'ouvre. Je pense, parfois, je me dis, il fallait qu'elle parte pour que la porte s'ouvre. Je ne comprends pas, mais voilà. En tout cas, même jusque dans sa mort, elle continuait de veiller sur moi, quoi, t'imagines. Ouais. Des fois, c'est comme Jusqu'à sa ça. mort, elle continuait à veiller sur moi et c'est comme ça que, bah, de fil en aiguille, j'arrive en France. Et quand j'arrive en France, mon objectif, c'est pas de rentrer du coup. Je t'assure qu'avec mes amis, Ah ouais? le jour où je partais en T'as France, changé d'avis? oui, donc si je pars en France pour être ingénieur, mais je me dis, si je ne vais pas rester ici. Donc, je vais juste faire mes 2 ans d'études et puis je vais Ouais. retourner en Côte d'Ivoire. Tu Ah, vois? ok, tu vas retourner en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ça. Je vais retourner en Côte d'Ivoire. Donc, eux, ils font tout. Je pars en France, je me forme pour retourner en Côte d'Ivoire. Donc, j'arrive en France en 2008. J'obtiens mon diplôme en octobre 2010. Et là, je suis en train de tout faire pour partir en Côte d'Ivoire. Et c'est là qu'il y a un autre problème où il y a 2 présidents, Alassane Ouattara, Gbagbo Ah, Laurent. le Je ne sais pas si tu fameux, te rappelles le fameux ouais, problème. ouais. Donc, moi, la personne était proche du pouvoir Gbagbo, donc c'était au port maintenant. Donc, du coup, moi, je viens en 2011, je dis je veux rentrer. Bah, la personne saute. On dit il n'y a pas de poste pour toi, il n'y a rien. Il n'y a Du rien coup, du je me tout. dis bon, voilà, il n'y a rien du tout. Et je me dis, mais je ne maîtrise pas le pays et tout. Bon, comme toujours, hein, comme plusieurs, je dis je reste encore en France, me fais une petite expérience. Et puis après, je vais voir comment je vais rentrer. Et c'est comme ça que je reste en France. Et puis, bah, tout se passe comme ça se passe, quoi. Mais toi, t'es les oiseaux voyageurs, je sais pas comment on appelle ça là. Hein? C'est ça, les oiseaux migrateurs. Migrateur, voilà. C'est ça. Parce que c'est pas fini l'histoire, hein. Tenez-vous bien, C'est parce ça. que tu fais France, après tu vas à Dubaï. Mais c'est ça. Et tu veux même pas en Afrique. C'est quoi ton histoire là? Tu vois, c'est clair. Donc, même quand je suis en France, là, moi, je ne rêve que d'Afrique en réalité. Du coup, 2010, quand j'obtiens mon diplôme, 2011 que je reste, je me dis, bon, je vais investir en Afrique. C'est un peu la connexion que je peux avoir avec l'Afrique, tu vois. Donc, pour moi, c'est le seul moyen. Dans 2010, je commence des business, je fais pas mal d'échecs comme plusieurs personnes et tout. Mais je reste en France jusqu'en 2016. Donc, je rencontre ma femme en 2012, on se marie en 2014. Et puis, on est à Paris, ça se passe pas comme... On n'aime pas trop, on se dit, bon, il faut qu'on parte quelque part d'autre. Donc, moi, je dis, bah, Tu avais commencé à entreprendre à ce moment-là. à ce moment-là, j'avais commencé à investir en Afrique. Investir, ok. Tu sais, je suis là-bas, en France, et puis tous mes objectifs sont ici. Donc, comme tout le monde, j'investis premièrement dans une cave où on vend des boissons non alcoolisées. C'est un de mes frères qui gère, ça capote. Après, on essaie d'investir dans la maroquinerie, fabrication de chaussures et tout, ça capote. Et mon premier gros business au Gabon, en 2012, on investit dans le business des taxis. Ah, Du coup, là, au Gabon, c'est au Gabon que je commence, hein, quand le vrai truc, ma première grande entreprise, et j'investis 30 000 euros dedans quand même. Hein. 30 mais 000 petite question, euros. mais pourquoi tu vas au Gabon et pour pas Moi, en je ne suis pas un africaniste, tu vois. Ah, ok. Moi, voilà, je suis pas un africaniste, donc pour Pas moi, de tant que frontières, en fait. il n'y a pas de frontière. Aujourd'hui, j'ai une entreprise au Kenya, je fais du négoce au Ghana, je vais bientôt en Ouais. faire au Bénin. Donc, du coup, moi, c'est. Et puis, je rencontre de bons amis en France, un Gabonais et un Rwandais. Moi, j'aime toujours les projets de groupe ensemble et tout. Et c'est là que ça commence en 2012. Donc, on se dit, on avait des projets fous à l'époque. On commence au Gabon avec les taxis. Et l'argent des taxis, on construit des immeubles. Et quand on construit les immeubles, après, on va en Côte d'Ivoire. On construit des immeubles aussi. On fait ça. Ensuite, on va au Rwanda. En fait, donc c'était en 2012 déjà le projet dans lequel on s'était mis. Mais bon, on était jeunes, on était fougueux. On lance le projet en 2012. Je n'ai pas les mêmes connaissances que j'ai aujourd'hui. C'est vraiment, c'est ça mes premiers pas dans l'entrepreneuriat. Je vais faire en même temps aussi le salariat à côté parce qu'il faut travailler en France, avoir les revenus et puis partir. Et comment tu dis que ça a été un gros fiasco, un gros fiasco. On part nos véhicules déjà, on achète des véhicules vétus, des véhicules anciens. Voilà, anciens, donc qui tombent tout le temps en panne. Les recrutements sont faits, c'était la catastrophe. Parce qu'on compte sur nos amis pour faire la gestion. Donc, il y a un de nos amis qui est au Gabon qui essaie de vendre la voiture. Les autres chauffeurs qui... Je t'assure, j'ai mis 30 000 euros dans ce business. Je n'ai pas pu goûter un seul franc CFA de ce business. C'est-à-dire, je n'ai même pas vu la couleur d'une seule somme d'argent. Tu vois, j'ai complètement perdu l'argent. Et franchement, j'avais pris un prêt avec la banque pour le faire. Je ne suis même pas... J'ai continué à rembourser le prêt sans avoir vu des revenus. Sans avoir au moins... Donc, quand on voit... C'est ça. Quand on voit aujourd'hui, oui, il fait tout bien, ça se passe comme ça, c'est parce que derrière, on a galéré. Hein. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ah, j'ai payé le prix. J'ai payé énormément de prix. Tu vois, bah, donc, c'est comme ça, je commence un peu l'entrepreneuriat. Et puis, voilà, je commence avec le Gabon parce que la Côte d'Ivoire, c'était un peu bancal. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Et puis, c'est mes premiers pas dans l'entrepreneuriat. En fait, moi, j'ai fait toutes les erreurs. Ensuite, donc, quand ça se passe,
Je dis, bon, j'investis plus au Gabon. Maintenant, je veux construire un appartement, des maisons en Côte d'Ivoire. J'envoie de l'argent, 15 à 20 000 euros pour qu'on construise des maisons. Je n'ai jamais vu les couleurs des maisons aujourd'hui. Ouais. On m'arnaque aussi. Ah non, mais c'était les premières années, c'était chaud le business. Jusqu'en 2015, 2016 ou en 2016 plutôt, je dis, bah, je n'investis plus en Afrique. C'est plus la peine. Et tu sais, moi, je suis en France. Mes amis, ils achètent des immeubles, des appartements à l'époque, pas des immeubles. Donc, moi, je dis, je n'investis pas du tout en France parce que je ne me vois pas en France, tu vois. Je me Ouais. dis, il faut que j'aille en Afrique. Faut que, donc, je préparais un peu le retour dont j'essayais d'investir. Ça ne se passait pas comme prévu. Et puis, je faisais plein d'erreurs. Et puis, en France aussi, j'avais une gestion calamiteuse de mes finances. J'étais tout le temps à découvert. Tu sais, tu te dis, tu as tellement souffert dans ta vie qu'il faut que tu en profites un peu, quoi. Donc, c'était le farotage, c'était les voyages. Comme j'aime beaucoup voyager, j'ai voyagé à crédit. Tu vois, en France, tu as les systèmes où tu payes les billets en 10 fois. Bah, je profitais Ouais. de ça à fond. J'achète Ouais. le billet, je m'en vais en Asie et puis je paye le billet après avoir voyagé en 10 mois. Donc, voilà. Donc, je pense que mes échecs aussi étaient liés à la façon dont je gérais mon argent, en réalité. Donc, tout ça, c'était tout dedans. Donc, en fin 2015, début 2016, je me pose des vraies questions. Est-ce que j'ai ma place encore à Paris? Ma femme n'aime pas Paris. Elle déteste Paris comme pas Déteste Paris. possible. Ouais, Ouais. elle déteste Paris. Bon, moi, j'ai mes habitudes. Bon, je me dis, à part Paris, j'ai parti où je vais aller à Londres. Bah, bon, c'est un peu la même chose, tu vois. Donc, je Mm. dis, bon, peut-être je vais aller au Canada. Après, je dis, bon, il faut qu'on rentre en Afrique. Donc, c'était un peu comme ça. Et ma femme, elle cherche des opportunités parce qu'elle veut tellement partir de Paris. Donc, elle obtient une opportunité à Dubaï. Ah, Ok. Dubaï, c'était même pas dans mes plans, tu vois. C'est Bon, qu'en c'est ça. 2015, voilà, en janvier 2015, on part un peu en lune de miel en Asie du Sud-Est. Donc, moi, je veux faire tout ce qui est Singapour, Thaïlande, Malaisie. Ça fait Et on a Singapour. voir. J'ai fait Tu sais que Singapour aussi. je rêve d'aller là-bas. Je sais pas Ah, pourquoi faut ce partir pays à Singapour, hein. C'est un truc de ouf là-bas. Donc, moi, je veux faire tout ça. Et on prend Ok. Emirates. Et ma femme, elle dit, elle veut voir un peu Dubaï, à quoi ça ressemble. Tout le monde en parle et tout, quoi. Donc, on dit, Mm. bon, on est parti un mois en vacances, hein, t'imagines, à crédit et tout, bien sûr. Ah Donc, ouais. et je me marie à crédit en plus aussi. Donc, voilà, tout ça, c'est Ah des ouais, t'as trucs. tout fait quoi. Donc, voilà, j'ai fait le truc. Donc, on part un mois de vacances, tout Ok. frais payé par la carte bancaire. Donc, Ouais. on fait une semaine à Dubaï. Ma femme, elle tombe amoureuse de Dubaï. Elle aime ce coin comme pas possible. Moi, je dis, Ok. OK, quoi, c'est bien, mais c'est pas un endroit où je me verrais, tu vois. Donc, Ouais. on descend à Dubaï, on fait une semaine et après, on s'en va. Moi, je tombe amoureux de la Thaïlande. C'est comme l'Afrique, c'est génial. Je me Ouais, dis, mais je ouais. peux venir ici, hein. Après, on part à Singapour, c'est aussi génial. On part en Ouais. Malaisie, c'est exceptionnel. On part en Ok. Indonésie. Donc, on a fait tout ça pendant un mois. Donc, quand on revient, moi, je ne sais pas, mais Dubaï est resté dans la tête de ma femme. Donc, ma femme, maintenant, elle commence à chercher des opportunités, tu vois, parce qu'elle déteste Paris. Donc, Ok. elle cherche des opportunités. Et puis, elle vient en janvier 2016. Ah, j'ai eu une opportunité de travail à Dubaï. Et moi, je suis là, j'ai dit non, moi, jamais je vais partir à Dubaï. Ah non, jamais je vais partir à Dubaï. Et jamais je vais suivre ma femme, hein. Ça, je lui dis non, c'est hors de question. Est-ce que Un c'était Africain pas, comme moi. ouais. Est-ce que c'était pas un peu préparé depuis là? Comment? Tu sais, les femmes, ils sont Bah, tu très. sais, ça, voilà, quand elles veulent des choses. Donc, je ne sais pas si c'était pour me préparer pour aller à Dubaï, tu vois. Donc, je dis non, mais moi, je ne vais pas aller à Dubaï. Donc, t'imagines, elle a le truc Opportunités. elle a l'opportunité en mars 2016. Et elle m'en Ah ouais. parle tout le temps, tout le temps. Et moi, je lui dis non, 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 non. Et c'est qu'en septembre qu'on part, hein, 6 mois plus tard. C'est là qu'elle arrive à me convaincre. Et du coup, moi, j'ai ma carrière à Paris. On veut me passer manager, tu vois. Donc, je me dis, je ne vais pas laisser tout ça pour aller à Dubaï dans l'inconnu. Je ne connaissais personne et tout. Mais parfois, il faut écouter nos femmes quand même, hein, j'ai envie de dire. Parfois, il faut écouter. Donc, elle insiste, elle insiste. Je vois qu'elle est triste et tout. Donc, je lui dis, Ouais. bon, voilà ce qu'on va faire. Comme tu veux tellement partir à Dubaï, on va juste pour 2 ans, tu vois. 2 ans, on s'en va là-bas. Tu fais Mhm. ce que tu as à faire, tu profites de ce que tu veux profiter. Et après, maintenant, on voit où on peut partir à Paris. Moi, je tombe amoureux de Singapour à l'époque. Donc, je dis, on va partir à Singapour après Dubaï. Donc, on fait 2 ans à Dubaï, 2 ans à Singapour. Et puis maintenant, on retourne en Afrique. Tu vois, c'était le plan. C'était le Donc, plan. voilà, c'était le plan. On arrive à Dubaï. Je ne connais personne. Je parlais que 2 ou 3 mots d'anglais.
Bonjour, hello, my name is this. Voilà, je ne parlais pas beaucoup anglais parce que, bah, Non, forcément. j'ai dit, Donc, le numéro un de la classe, là, il doit tout. Tu bah, vois, c'est ça. Mais je parlais, mais pas pour faire des ouais, conversations, tu vois. ouais, C'est différent, mais je me débrouillais. C'est my ouais. name is Jean-Yves, tu vois. Et Donc, les je Anglais parlais un peu comme pratiqués, ça. là, des Français, là. Et Ouais. ça, c'est ça. Donc, on arrive à Dubaï. Bon, moi, j'arrive. J'aime pas le coin, je vais pas mentir. Et je me retrouve seul parce que moi, j'étais quand même à Paris, je connaissais du monde, j'avais des amis, plein d'amis avec qui on était au Maroc, bah, ils se sont retrouvés aussi à Dubaï, tu vois. Donc, voilà, ils se sont retrouvés à Paris plutôt. Donc, Oui. je dois laisser tout cela pour partir à Dubaï. Donc, j'arrive à Dubaï, je suis face à moi-même. Bon, on a un premier problème qui me fait prendre conscience de quelque chose. Quand on arrive à Dubaï, Hmm. nous, on ne sait pas ça, mais la maison ou les appartements se louent à l'année, tu Ah oui, vois. oui, Et oui, à oui. l'époque, c'était cher, hein. C'était pour, on allait prendre un appartement dans un coin bien chic comme d'habitude. Et donc, il fallait sortir 30 000 euros en une fois, en Une un fois. chèque. Hmm. Bon, on a pris un prêt pour se marier, on a pris des prêts pour aller en vacances. Ma femme me disait d'épargner tout le temps, mais je ne l'écoutais pas. J'étais à découvert. Avec tout ça, avec tous mes business qui n'ont pas marché, j'avais tous les prêts Ouais. là avec moi, 60 000 euros de découvert quand on Ah arrive à ouais. Dubaï. Et en plus, il faut sortir 30 000 euros. Donc là, forcément, ma femme me dit, mais ouais, tu vois, je t'ai dit d'épargner, mais nous, on est là à Dubaï, elle commence à stresser. C'est ça, quand il n'était pas, tu ne m'as pas écouté. J'ai dit, mais c'est toi qui as fait qu'on est venu à Dubaï. Et moi, il ne voulait pas venir à Dubaï à la base. Donc, tu as insisté, on est venu. Maintenant, il faut supporter, tu vois. Ouais. Donc, on se prend la tête, ça devient trop dur. Donc, j'arrive une extrémiste. Donc, moi, quand je partais à Dubaï, je me dis, je n'ai pas envie de chercher du travail. Franchement, je vais être un gars à la maison, je vais faire des choses. Voilà, c'est maintenant que je pense à faire d'autres choses, l'entrepreneuriat en tant que tel. Et Hmm. puis, bon, j'ai pas le choix. Je trouve une mission de freelancer quelque part parce qu'il faut payer les loyers, il faut payer les 30 000 euros. Et c'est mon boss de l'époque qui me donne le chèque pour que je puisse payer le loyer pour qu'on ait un toit. Ah Tu ouais. vois? Voilà, Ok. t'imagines. Donc là, déjà, je commence à prendre conscience. Je me dis, attends, quand j'étais à Paris, je gagnais jusqu'à 3 500 euros par mois net. Attends, tu gagnes tout ça, mais tu n'as pas d'épargne, tu n'as pas de sécurité. C'est là que je commence à prendre conscience du fait que, ben, en réalité, j'ai un problème. Et j'avais 30 ans à l'époque. J'ai dit, Hmm. non, il y a un problème. Donc, il faut absolument maintenant que j'arrive à attraper ça. Et puis, tu vois, la honte. Et comme j'avais cette vision de mon père, tu sais, c'était ma mère qui faisait tout. Et mon Hmm. père, il était totalement absent. Et moi, je lui en voulais pour ça. Je me dis, Hmm. finalement, tout ce que mon père a fait là, à ma mère, je suis en train d'un peu faire la même chose à ma femme. Donc, il faut que je me ressaisisse, tu vois. Et c'est Ok. là maintenant, à Dubaï, je ne connais personne. Tant mieux, hein, parfois c'est ça. C'est là que je rentre maintenant dans tout ce qui est éducation financière. C'est là que je commence. Si tu as sur l'homme le plus riche de Babylone dont tout le monde parle, c'est là que je lis. C'est en 2016 que je lis l'homme le T'as plus pas riche de de Babylone. lire. Tu Hmm. vois, c'est clair. Donc, je lis ça et je comprends l'importance de l'épargne. Pour moi, l'épargne, c'était pour dépenser. C'est dit, tu épargnes et puis après, tu dépenses. C'est C'est pas pas- tu épargnes pour investir, tu vois. Donc, tu mets de côté, tu payes un voyage, tu mets de côté, Voilà. tu te fais plaisir, tu achètes des habits et tout, tu vois. Et c'est là que Hmm. je comprends l'importance de l'épargne. C'est là que je commence à me former un peu à l'éducation financière. C'est là Hmm. que je comprends tout ce monde-là en 2016. Mais écoute, tu as 30 ans, mec. Comment tu vas rattraper le temps? Tu Hmm. vois? Et c'est là que bah, je me dis, bah, il faut investir maintenant en France, pas seulement en Afrique. Moi, j'avais dit, j'investissais plus en Afrique, hein. Donc, je commence à investir en France pour aller plus vite, forcément. Ce sont les immeubles de rapport. C'est comme ça que je commence avec les immeubles de rapport en France et puis ensuite les appartements en Côte d'Ivoire. Et heureusement, comme je touche une bonne paye à Dubaï, 10 000 euros par mois, ça m'a aidé quand même à accélérer, Ça tu vois, change, hein? voilà. Tu passes de Ça 3 change, 000 mais c'est sûr, de 3 euros. 500 à 10 000. Mais quand je partais à Dubaï, que j'étais allé négocier le salaire, quand on me dit, bon, Oui. ils m'ont dit le salaire en dirhams, ils m'ont dit 40 000 dirhams. J'ai dit 40 000. Bon, moi, j'ai entendu 40 000 euros, donc j'ai dit, c'est par année, ça? J'ai trouvé ça peu, tu vois. J'ai dit, c'est par année. Ils m'ont dit, non, 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 par mois. J'ai dit, what? Par mois. Par mois, tu as 40 000 dirhams parce qu'un dirham est 1 euro égal à 4 dirhams. Bon, c'était à Oui, oui, l'époque, oui, l'euro, à maintenant, ne vaut l'époque, rien. ouais. Donc là, j'ai dit, waouh, ça, c'est un bon Waouh. truc, ça. Ah, ça, c'est un bon truc. Mais à l'époque, j'étais freelancer, donc j'étais passé par une autre entreprise, un peu le salariage portal, et le portage salarial, si tu C'est sais un comme peu les ce que boîtes de c'est. consulting Voilà, les façon. boîtes de consulting et tout, voilà. Donc, eux, ils te prennent 30% et puis il y a le reste qui rentre dans ta poche, quoi. Ok, Et puis, ok, à un ok. moment donné, mon boss me dit, bah, allez, viens, tu travailles avec nous. On supprime le salariage portal. C'est comme ça que je repasse encore salarié. Et puis, bah, je gagne tous les 10 000, quoi. Donc, ça me permet quand même d'aller vite. Du coup, en un an, je Hmm. fais tout pour éponger toutes mes dettes. J'arrive à mettre un peu de côté. Et fin 2017, je commence à m'intéresser aux immeubles de rapport pour aller vite. Parce que quand je suis là, j'ai dit, bon, par quoi je vais commencer? Plusieurs ont commencé par l'immobilier. J'ai dit, bon, allez, immobilier, quoi.
Donc, L'immobilier. j'achète premier immeuble de rapport en 2017, deuxième en 2018. J'achète un appartement en Côte d'Ivoire en même temps. C'est que là, c'est-à-dire, je gagnais 10 000, mais je ne m'arrêtais pas à ça. À côté de ça, je faisais tout, des business. J'étais encore freelancer pour d'autres entreprises où je gagnais encore 3 000 euros par mois à peu près. Bon, ça Ah partait à ouais. 13 000, voilà. Donc, du coup, on vivait avec le minimum possible. Et puis, tout le reste, là, ça Investi. partait juste dans les investissements. Et c'est comme ça, en 5 années, bah, j'ai changé totalement de mindset. Tu vois, moi, j'ai connu un peu tous les extrêmes. Donc, Ouais, c'est comme ça que c'est là que maintenant l'entrepreneuriat commence à marcher. Et c'est là que maintenant, je commence à considérer vraiment l'Afrique et différemment. Tu vois? ok. Et je retiens qu'en réalité, j'échouais dans mes investissements en Afrique parce que bah, je n'avais pas la bonne gestion de mes finances et je n'avais pas un peu de sécurité quelque part. Donc, quand je commence à bien gérer, j'investis maintenant en Afrique différemment. Je me dis, j'investis pour gagner de l'argent et pas pour aider la famille. Ça change tout de suite le mindset. Et c'est comme ça que je réinvestis encore dans l'immobilier en Côte d'Ivoire. Je commence avec ça. Et puis après, il y a le négoce qui vient. Et Ok. puis, bah, il y a la compagnie de logistique que je lance avec un partenaire à Dubaï et au Kenya, quoi. Tu vois, je ne suis pas fermé. Je veux absolument investir en Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire. Je suis un peu ouvert à tout. De toute façon, on a vu hein, jusqu'à Dubaï. C'est clair. Comment tu résistes à la tentation? Tu passes de 3 000 à 10 000. Parce que tu peux dire 10 000, je peux encore faire un peu le malin, tu vois, faire un peu C'est le ça. boucantier. Mais comment tu résistes à ne pas faire cette erreur-là? Ben c'est là, tu vois. Moi, je dis tout, l'éducation qu'on reçoit quand on est petit, ça aide, hein. Moi, je suis un gars, quand j'ai une vision et un objectif, Hmm. ben écoute, c'est comme ça, c'est que l'objectif. Donc, quand je me dis, je dois maintenant investir, il faut que j'investisse. C'était ça le seul objectif. Et entre-temps, on a notre premier enfant en 2017, tu vois. Oui, Donc là, quand tu as ton enfant, tu ça change. t'assois et puis tu dis, ah, ça change tout, hein. En fait, si tu n'es pas conscient, est juste un enfant. Non, mais ça, Les c'est ça, tu célibataires, vois. là, qui écoutent, Ah, là, tes enfants. écoutez, faites des enfants. Parfois, les enfants, ça aide, hein. Et si tu n'es pas conscient, est un enfant. Donc, c'est là que je vois mon fils, il naît. Ouais, Après, même que la naissance de mon fils, il y a pas mal de soucis aussi à l'époque, hein. Il y a ouais, quelques soucis, il faut aller à l'hôpital et tout ça. Mais anyway, mon fils naît. Et je ouais. m'assois et je dis, mais qu'est-ce que je vais laisser à mon enfant, quoi? Hmm, J'ai hmm, dit, mais aujourd'hui, là, je disparais. C'est-à-dire que je sors là, un train me percute ou une voiture me percute, je meurs. Qu'est-ce que mon enfant a? Tu vois? Et hmm. donc, ça me fait prendre mes graves conscience. Et c'est là que maintenant, je dis, bon, plus droit à l'erreur. Donc, je reste focus. Je t'assure, moi, j'étais un gros sapeur avant. Les gens ne savent pas ça. Ouais, J'étais t'as un... pas changé, hein. Là, t'es quand Ah même. bon, non, pas du tout. Ouais, Il y a des quelques petits restes. Mais moi, j'étais un gros sapeur avant, les habits et tout. Donc, ouais, je dois mettre fin à ça. Et maintenant, je me retrouve à porter des t-shirts simples parce qu'entre-temps, on entend que les riches sont des gens qui s'habillent simple. Donc, maintenant, je commence à m'habiller simple. euh, Tu vois, c'est là que je commence à m'habiller simple, à ne plus avoir beaucoup de subterfuges et tout. Donc, forcément, les enfants, ça t'oblige, mais ça t'oblige clairement à savoir quoi faire dans la vie, quoi. Parce que tu les regardes, tu dis qu'ils n'ont pas demandé à naître et puis bah, ils sont sous ta responsabilité. Et ça, t'inquiète que c'est un bon. ouais. Voilà, ça te donne le bon cadre. On a eu un bon conseil. Si tu sais pas quoi faire dans ta vie, fais un enfant. Fais un enfant. Bon, après, il ne faut pas donner ce conseil à tout le monde parce qu'il y a des gens, des enfants qui s'occupent d'autres enfants, ça va être compliqué. OK? J'avoue. Ça va être très compliqué. Mais en réalité, si tu es conscient que tu veux vraiment mettre de l'ordre dans ta vie, les enfants, ça aide à mettre de l'ordre dans la Ah, vie. ça donne un petit déclic, effectivement. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ok. Bah, du coup, comment tu fais ce retour en Afrique? Je sais qu'il y a eu pas mal d'épreuves, Oui, de péripéties. c'est ça. Donc, nous, quand on arrive à Dubaï, c'est pour 2 ans. Donc, on reste de fin 2016 à fin 2019. Et Ouais. là, on commence, nous, avec ma femme, chaque 2 ans, on se dit où on va partir, quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, Ok. donc 2017, hein. Donc, fin 2000, bon, on va dire début 2017, fin 2019, on commence à se poser des questions. Bon, il faut partir à Singapour. Je commence à avoir la flemme, tu vois. Ah ouais? Et quand j'arrive à Dubaï, en France encore, il y avait un peu Château Rouge, il y avait beaucoup d'Africains. Donc, l'Afrique ne te manque pas vraiment. Bon, on dit Paris est là. Tu peux te faire checker facilement. C'est clair, tu Hein? peux manger à Teke facilement. Paris est une ville Ouais. africaine. Mais on arrive à Dubaï, c'est beaucoup plus les pays anglophones, Nigeria, Kenya, tout. Hmm. Et de Dubaï, bizarrement, je suis beaucoup plus proche de l'Afrique. Donc, Ah ouais? oui, c'est bizarre. De Dubaï, quand je suis beaucoup plus proche, je venais beaucoup plus en Côte d'Ivoire.
Donc, je venais, je partais, je gérais les investissements. Donc, je faisais pas mal d'allers-retours. Et Ok. donc, je commence à voir le pays autrement. L'envie de revenir revient. Donc, ça monte un peu dans le cœur, mais je ne peux pas dire à ma femme, parce qu'à ma femme, on s'est dit que c'est quand j'aurai 40 ans qu'on retournera en Afrique, tu vois. Donc, moi, j'attends les 40 ans. Enfin, moi, j'étais là sur 40 ans, là. On Ouais, monte, on descend, on rentre. on Donc, rentre. 2019, on est en train de voir où on va partir. Ma femme, elle veut rester à Dubaï. Moi, j'ai dit Singapour comme prévu, mais je ne suis pas vraiment convaincu, tu vois. Donc, 2019 arrive. Début 2019, on est en train de voir Singapour, mais l'appel pour le pays est trop fort, quoi. Donc, je dis, bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais partir. On va voir. Je vais voir la possibilité d'aller en Afrique. Mais comme je ne peux pas, pour l'instant, partir en Afrique, fin 2019, c'est là que je me dis, bon, je vais lancer une chaîne YouTube. Tu vois, c'est là Ok. que c'est vraiment de cette envie de partir en Afrique que je dis, bon, j'ai lancé une chaîne YouTube où je vais parler d'Afrique, tu vois, L'Afrique. ça me permettra, voilà, parce que, bon, je faisais rien d'autre, hein. Donc, tu vois, fin 2016 à 2019, c'était investissement, investissement. Après, je continuais d'investir, mais il me fallait autre chose, tu vois, je voulais faire autre chose. Je sentais le besoin de partager tout ce que je savais et tout. Donc, c'est là que, de fil en aiguille, je découvre YouTube. Comment je découvre YouTube? Il y a un YouTuber très connu qui fait un peu tout ce qui est voyage culinaire. Je sais pas, il s'appelle Mark Wins, peut-être tu le connais. Il Non, je fait connais pas. Piment, voilà. Et donc, c'est un gars, c'est un Asiatique qui a vécu aux États-Unis, qui voyage dans le monde et puis il mange et il dit, ah, c'est super bon et tout. Donc, il faut ça. Moi, quand je vais commencer YouTube, je dis, bah, je peux faire ça, tu vois. Je peux faire ça, ça va être pas mal. Mais il faut pouvoir voyager tout le temps alors qu'on a des enfants comme j'aime. Je suis un grand féru de voyage. Bah, après, avec les enfants, c'est compliqué. Donc, je dis, bon, ça peut-être. Donc, je voulais faire ça, partir en Afrique. À chaque fois que je pars en Afrique, documenter un peu tout ça, tu vois. Voilà, montrer un peu. Donc, ça, c'est la première idée. Et ça, on parle de mi-2019 et autour de juin 2019. Après, j'ai dit, ah, ça, la faut laisser tomber. Tu vois, donc, je procrastine un peu. Et puis, décembre 2019, forcément, avec des collègues, on est en train de discuter. Décembre 2019, des collègues me disent, bah, c'est quoi vos vœux pour l'année? Et moi, je dis, ouais, moi, je vais peut-être créer une chaîne YouTube où je vais parler voilà, de retour de mes investissements en Ok, Afrique et tout. peut-être. Hein? Ils m'ont dit, mais je dis, parce qu'ils savent que moi, je suis réservé, tu vois. Ils disent, mais toi, tu vas te mettre sur YouTube, tu vas parler de ça. Ils se sont moqués de moi. Je t'assure que ils se sont moqués de moi. Bon, je ne vais pas dire que je le prends mal, mais moi, je suis le genre, si tu penses que je ne peux pas faire quelque chose, je vais faire. Tu Tu vas le vois, faire. la meilleure façon de me motiver, dis juste que je ne suis pas capable. Ah bon? Oui. Si tu veux me motiver, dis, toi, tu n'es pas capable de faire Tu n'es ça. pas Bon, après, ça capable. dépend. Si tu me dis, Ok. il faut que je ne suis pas capable de fumer, C'est bon, bon, c'est ça, c'est pas enregistré grave. là. C'est C'est clair. enregistré. Du coup, mes collègues se sont moqués et tout. Ils ont dit, mais attends, non, tu vas pas te mettre sur YouTube. Et tu vas dire quoi? Et puis, ils se sont marrés. Donc, j'ai vu ça, je suis rentré chez moi. J'ai dit, il faut que je lance, il faut que je parle de ça. Donc, au départ, quand je me lance, je vais juste faire un vlog, je raconte mes investissements en Afrique. Je ne savais pas qu'il y avait tout ça, tu vois. Parce que moi, à l'époque, maintenant, du coup, je commence à suivre beaucoup les chaînes américaines. Il y a une autre Ok. chaîne, la Passport Heavy, je ne sais pas si tu connais, où lui, il voyage. Et puis, il parle d'Afrique, il parle de plusieurs pays. Donc, j'ai dit, je peux faire pareil. Et moi, tout se passe en anglais parce que j'ai coupé avec le monde francophone. Je ne regarde aucune chaîne francophone, rien du tout. Donc, je me dis, bah, ça peut être bien de faire ça. Donc, au départ, je pense faire ça en anglais. Après, j'ai dit, bon, c'est pas grave, je vais faire ça en français parce que ça va être. Donc, je commence, je lance. Je dis, je vais lancer ça en français. Du coup, ça, c'est le 26 décembre, je me rappelle comme si c'était hier. Le 26 décembre, ça arrive. Je viens voir ma femme pour lui dire, je vais me lancer sur YouTube. Et puis elle dit, ah là là, toi, avec tes projets. Elle dit, tu as 10 000 projets à chaque Ouais. fois. J'ai dit, je vais me lancer, tu vois. YouTube. Donc, voilà, sur YouTube, on décide de partir à Oman pour le nouvel an. Donc, on part le 28. Et là, ça reste dans ma tête. Il faut faire, il faut faire, il faut faire. Donc, qu'est-ce qu'on fait pendant on passe le nouvel an? Le 4 janvier 2020, on revient à Dubaï. La première chose que je fais dès qu'on revient, je m'en vais acheter un appareil vidéo, une caméra. Une Je dis, il faut caméra. que j'achète la caméra. Donc, moi, je m'en vais, j'arrive, j'achète la caméra. Je ne sais même pas comment on crée une chaîne YouTube, rien du tout, hein. J'achète d'abord la caméra parce que je sais que si je ne fais pas ça, je ne vais pas prendre la chose au sérieux. Donc, voilà, j'achète la caméra, ma femme me regarde et puis elle rigole, tu vois. Maintenant, tu vois, j'achète la caméra, je commence à préparer les choses, je fais des vidéos avant même d'ouvrir la chaîne YouTube. Donc, je fais les vidéos, je regarde un peu comment on fait les vidéos. Comme je ne maîtrisais rien en caméra, je n'avais jamais touché une caméra, je ne savais pas. Donc, je me mets sur YouTube pour regarder comment on fait les caméras. Et puis, en même temps, pendant que je suis en train de préparer les vidéos et tout, j'ai dit, bon,
comment je vais appeler ma chaîne? Au départ, c'est investir en Afrique. Je ne me pose même pas de questions. Je dis, voilà, ça peut être intéressant. Je vais parler d'investissement parce que j'ai une entreprise à Dubaï que j'ai fait appeler Invest in Africa, tu vois. Donc, je dis, bon, j'ai fait pareil, investir en Afrique et tout. Et c'est quand je commence à créer ma chaîne que je commence à regarder un peu ce qui se fait. C'est là que je découvre d'autres chaînes qui parlent d'investissement en Afrique, tu vois. Donc, je dis, ah, ça existe déjà. Oh, merde, tu vois. Je dis, le seul. Oh, j'ai dit, non, merde, je ne serais pas le premier. Pour moi, j'allais venir montrer aux gens et tout. Et c'est là que je découvre tout ça. Et puis, je commence à regarder. Puis, je dis, ah là 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 là. Bon. Et là, ma femme me dit, ben, d'autres personnes en parlent. Où est le problème? Parle aussi pour toi, tu vois. Parle aussi pour toi. Dis ce que tu as dit. Mais il dit, mais ici, c'est la même chose, tu vois. Et puis, je regarde. Et puis, c'est exactement comme je veux dire, comme je veux faire. J'ai dit, bon. Donc, ça, c'est en janvier, ça arrive. Donc, janvier, j'ai dit, c'est pas la peine, c'est bon. Je vais laisser. Alors que j'ai déjà acheté la caméra et tout. Puis ma femme elle me dit, mais fais-le. Et on a notre deuxième enfant à l'époque, donc qui naît en février. Mais quand même, je décide de créer ma chaîne. Et puis, je commence à mettre mes premières vidéos et c'est comme ça que ça part. Et moi, tu sais, moi, je t'ai connu. Bah, ça, c'est le Covid. Je crois que c'est le Covid. C'est Covid, voilà. Et puis, c'est ça. Et Covid aussi arrive du coup en 2020. Et je me dis, mais on est confinés. Mais qu'est-ce que je vais faire, tu vois? Qu'est-ce que je vais faire confiné, tu vois? Avant, quand je voulais voyager, voilà. J'étais toujours à Dubaï. En 2020, on était à Dubaï. Donc, c'est quand Covid arrive, forcément, tu te poses encore des questions sur ta vie. Je me dis, attends. Donc, du jour au lendemain, comme ça, on peut mourir, quoi. Du jour au lendemain, comme ça, on peut être confiné. Donc, j'ai dit, si je ne fais pas ce dont j'ai envie de faire au plus vite, je pense que je ne vais pas vivre une vie que je vais regretter. Donc, c'est là que je dis à ma femme, on va repartir en Afrique. Elle dit, ah, mais non, je dis, mais il faut être confiné. Autant être confiné en Afrique que d'être confiné, je ne sais, jour chez les gens, tu vois. Donc, c'est là maintenant, forcément, dans le confinement, l'Afrique s'en sort mieux, il y a moins de cas de Covid. Donc, tout le monde s'est posé des questions. Même moi, je me pose des questions avec le salariat à l'époque. Je ne peux pas faire tout l'entrepreneuriat que je veux. Donc, j'ai dit, écoute, je vais me faire plaisir. Je vais faire ce dont j'ai envie de faire. Je vais arrêter de me bloquer. Désolé du terme, mais allez, on met de côté Singapour. Allez, Singapour, c'est plus la peine. Allez, Dubaï, c'est plus la peine. Maintenant, c'est l'Afrique. Moi, je pars en Afrique. C'est le moment, quoi. Donc, du coup, je commence à documenter le retour, comment on va faire, et c'est comme ça que ça part. Hein. Et à l'époque, ma femme n'est même pas d'accord. Hein. Ah ouais? Oui. Bon, elle veut, mais de temps en temps, elle est hésitante. Elle a dit, mais tu avais dit 40 ans, je vais partir maintenant. Comment ça s'est passé? J'ai dit, on part en Afrique. Attends, j'étais suivi à Dubaï. Donc maintenant, tu me suis en Afrique. Voilà, c'est ça. C'est clair. Donc, je lui dis ça. Et puis, bon, du coup, on documente. Tantôt, elle s'intéresse. Tantôt, elle a peur. Bon, c'est surtout la crainte pour les enfants, pour l'éducation et tout. Et puis, ça part. Et puis, tu vois, 2020, on fait ça. Septembre 2021, je suis en Afrique. Moi, je suis tu vois, septembre 2021, je suis en Afrique. Je laisse tout tomber. Je viens. Mais ça, j'ai pu le faire parce qu'on avait des investissements. On avait de l'immobilier qui nous rapportait. Donc, j'avais la latitude. Voilà, j'avais du cash flow. On avait une belle épargne. Donc, j'avais les options nécessaires pour revenir et pour quitter le salariat du jour au lendemain, quoi. Et ok, ça, donc tu avais vraiment l'esprit tranquille sur au niveau des revenus. Voilà, parce que quand on veut venir, c'est la grande question. S'il n'y avait pas la stabilité financière, bah, tu viens en Afrique, tu fais quoi? Tu cherches un boulot, c'est plus compliqué. Alors que moi, quand j'ai dit je reviens en Afrique, je n'ai jamais pensé à aller chercher un boulot, tu vois, parce qu'il y avait déjà tout qui restait là. Et donc, je découvre l'univers YouTube. Je découvre qu'on peut se faire de l'argent avec YouTube aussi. Je découvre tout ce qu'il peut se faire derrière. J'ai dit, bon, ok, c'est bien, c'est pas de l'argent qui va forcément me faire vivre dans un début, mais quitte à avoir de l'argent avec ça, autant le faire. Hein. Et puis, je fais, et puis il y a le fun, et puis j'apprends. Je pense que j'ai jamais autant appris ces 2 ou 3 dernières années que j'ai appris j'ai envie de dire toute ma vie. Hein. Oui, mais YouTube, c'est une leçon, c'est une masterpiece. Tu apprends tout. Tu apprends comment faire. Aujourd'hui, tu vois, tout ça, c'est moi qui fais comment mettre la lumière, comment mettre la caméra. C'est ça, tu vois. Bon, on peut voir un peu, il reste encore des choses à faire parce que la lumière est assez forte. Mais voilà, j'apprends tout ça. Tu vois, j'apprends tout ça et pour moi, c'est une belle école. Surtout comment je peux dire, une belle expérience parce que finalement, toutes mes années à Dubaï, j'étais déconnecté des gens. Tu vois, j'avais 0 ami. Hein. J'étais très concentré. Mais du coup, j'ai énormément appris pendant ces années-là. Clairement, c'était les années où j'ai vraiment appris, où j'ai gagné le maximum d'argent. Je me disais comment j'allais redonner ça à la communauté au final, comment j'allais partager tout ça. Tu vois, c'est dommage de mourir avec tout ça quand même, quoi. Et là, tu as une plateforme, tout ce savoir et tout. Et c'est comme ça que je commence YouTube, c'est comme ça que je documente tout. Et puis, c'est une autre aventure qui commence, quoi. Ok. Dis-moi, c'est quoi
ta grosse épreuve émotionnelle dans tout ce que tu as expliqué, à part celle de ta maman, à part Ça tu sais, ça tu sais. Ça c'est ma plus grosse épreuve émotionnelle. Voilà. Je ne sais pas s'il y a une autre preuve qui peut valoir ça, franchement. Voilà, bon, la seconde après, qui t'a, en fait, ou l'épreuve qui t'a passé au next level, tu vois, un niveau. C'était dur. L'épreuve. En même temps, ça t'a élevé, on va dire. C'est pas parce que ça a été forcément dur, mais l'épreuve qui m'a fait vraiment. En fait, l'épreuve qui est à la base de ma transformation, c'est le loyer à Dubaï. Le loyer à Dubaï. Le loyer à Dubaï. Les 1 an là. En fait, sorti 30 000 € là. Ça métamorphose. Et tu sais, dans nos vies, il y a des événements comme ça qui vous transforment à jamais. Tu vois. Et c'est surtout de ça dont beaucoup ont besoin. Moi, j'avais un certain style de vie avant. Pour moi, j'ai dit, bon, l'argent est fait pour être dépensé. Donc, allez, on se fait plaisir. Pas d'épargne. D'épargne, ça sert à quoi? On va mourir pour laisser l'argent. C'était ça, tu vois. Et puis, je pars à Dubaï. On dit, il faut sortir 30 000 € en un coup. Donc, waouh, j'ai pas. Et tu sais, surtout, c'est le regard de ma femme à l'époque. Parce que moi, ma mère, tu vois, la mère, c'est tout ce qu'il y a. Et moi, nous, on se marie, on se dit, ce que ma mère a vécu, je veux pas que ma femme vive pareil. Donc, il faut que je sois l'homme qui pourvoit, qui apporte à manger à la maison. Ça, c'est très, très important pour moi. Donc, quand tu fais tout ça, et puis ta femme te donne ce regard, le regard du genre, je t'avais dit, tu vois, tu n'es même pas capable de prendre soin de ta famille, tu vois, on vient ici, ça là, c'est un regard, ça fait mal, hein. Et puis surtout, mais quand elle parle pas beaucoup, quoi. Elle a dit, ok, bon, il n'y a pas de souci, on va repartir à Paris, vu qu'on ne peut même pas se payer le loyer ici, c'est pas la peine, tu vois. Ah là là, ça, je pense que ça m'a fait réfléchir une semaine. Ça m'a fait réfléchir une semaine. Je me dis, tu es bon à rien, tu vas finir comme ton père. C'est des pensées qui vont vite. Et après, je me dis, bon, ressaisis-toi. Qu'est-ce que tu peux faire pour retourner la situation? Et je m'étais promis là, à cette époque, que je ne vais plus avoir de soucis d'argent. Plus jamais de ma vie. Tu m'as fait cette promesse. Je me suis fait cette promesse. J'ai dit, plus jamais de ma vie. C'est là que tu te rends compte que ce qui va te rendre riche, ce n'est pas forcément l'argent que tu gagnes. Parce qu'on pourrait se dire, bah, le gars, il gagne 3 500 € net par mois en France. Donc, il devait avoir beaucoup d'argent. Mais c'est ce qui reste dans ta poche qui est le plus important. Et quand tu as une poche trouée comme je l'avais, crois-moi que c'était compliqué, quoi. Donc, c'est là vraiment le deuxième événement. Je pense que c'est l'événement qui a métamorphosé ma vie. Tu vois, et ça m'a été bénéfique. Donc, un endroit où je ne voulais pas partir, tu vois, tous mes amis à Paris, j'avais un peu de la famille. Ouais, tu vas suivre ta femme, mais c'est pas possible. Quel Africain suit sa femme? Je t'assure, c'est elle qui porte la culotte. Pourtant, ma femme n'est pas du tout ce genre-là. Donc, tout le monde me disait ça. Mais aujourd'hui, ils me voient, ils sont là. Ouais, tu as bien fait d'être parti. Tu vois. Donc, c'est cet événement-là. Dubaï, ça a été pour moi, bon, c'est pas le lieu en soi, mais c'est l'endroit vraiment qui m'a ouvert toutes les portes et qui m'a fait comprendre beaucoup de choses, quoi. Beaucoup de choses. Ok. Et du coup, quel conseil tu peux donner à quelqu'un qui veut retourner en Afrique, tu vois? Quel, on va dire, niveau de revenu qu'il doit s'assurer pour qu'il vienne investir ou créer une entreprise, mais l'esprit tranquille, tu vois? Il n'a pas à s'embêter, il peut faire ça tranquillement et prendre les bonnes décisions. Tu sais, quand tu es un peu pressé, tu prends souvent les mauvaises décisions. Mais moi, je sais que c'est une problématique très importante pour la diaspora. Il y a beaucoup qui veulent rentrer, mais qui ne savent pas comment, qui cherchent encore de l'emploi et tout. Moi, je dis, ne venez pas être salarié en Afrique. Vraiment, à moins d'avoir un gros diplôme et puis vous fatiguez. Même quand vous êtes salarié, vous n'allez pas vraiment profiter, quoi. Parce que les gars, les salariés, ils travaillent beaucoup, et surtout quand ils viennent de la diaspora, là, c'est pas évident. Donc, le premier conseil, forcément, c'est d'assurer ses arrières financièrement. Tu vois, il faut assurer tes arrières financièrement. Et moi, je vois 2 ou 3 options. La première, aujourd'hui, moi, j'ai découvert Internet très tard. S'il fallait refaire les choses, j'allais d'abord chercher à lancer un business sur Internet. Tu vois, peu importe lequel, que ce soit. Voilà, c'est se créer une source de revenus. Maintenant, Internet aujourd'hui donne la possibilité de créer une source de revenus rapidement en partant quasiment de pas grand-chose. Mais c'est beaucoup, beaucoup de travail au début. Ça ne va pas être facile. Mais voilà, que vous preniez le dropshipping, que vous preniez YouTube, que vous preniez tout ce que vous voulez, il faut vraiment être prêt à travailler. Donc, c'est se créer une source de revenus, idéalement sur Internet. Ça a l'avantage de ne pas avoir de géolocalisation pour pouvoir le faire. Tu peux te déplacer comme tu veux. Tu vois, même moi aujourd'hui, si tous mes revenus que j'ai disparaissent, j'ai au moins une chaîne YouTube qui rapporte quand même 3 000 € par mois. C'est pas... Waouh, c'est pas ça le cœur de mon tri. Je prends ça pour payer quelques-uns de mes employés, mais c'est quand même quelque chose, tu vois. Tu vois, ce n'est pas négligeable. Il y a d'autres qui font, je fais aussi le dropshipping. Le dropshipping, je peux m'en sortir avec un 10 000 € par mois aussi.
C'est pas mal, tu vois. C'est quand même bien. Donc. Et avec ça, je peux vivre partout. Demain, j'ai dit, j'ai envie de partir me mettre au fin fond de l'Amazonie. Tant qu'il y a Internet là-bas, je vais me mettre au fin fond de l'Amazonie et l'argent continue toujours de tourner. Tu vois, je prends ma caméra YouTube, hey, je suis en Amazonie, regardez, et bim, les gens regardent, tu vois. Donc, c'est bien, ma boutique e-commerce continue de tourner, l'immobilier continue de tourner, ben, on viendra. Donc, franchement, c'est pour se créer une source de revenus privilégiée Internet. Maintenant, les business au pays sont aussi une autre alternative. Donc, il y a des business sur Internet, des business physiques. Les business physiques au pays peuvent rapporter, mais ça vient avec le risque que ça vient, tu vois. Et il faut mettre pas mal au début. Donc, dans les business, il faut connaître, voilà. D'argent, tu vois, d'argent, de temps aussi, parce qu'il y a des gens qui sont dans la diaspora qui se disent, oui, il faut venir lancer un business en 2 jours, il peut repartir, arrêter ça. Si vous n'êtes pas présent sur le territoire, ça va être compliqué. C'est pour ça que récemment, j'ai créé un business club et j'ai dit aux gens, bah, vous voulez revenir en Afrique, au lieu de créer une entreprise dans votre coin, tout seul, de faire des business tout seul dans votre coin, bah, venez, moi, je suis sur place. Moi, j'ai déjà plusieurs sources de revenus, j'ai déjà plusieurs entreprises. Mais quand mon cœur, c'est d'être en Afrique, on va créer des entreprises plus fortes. Tu vois, j'investis seul dans les taxis, j'ai 5 taxis, ça roule bien, ça me rapporte à peu près 2 millions de francs CFA, 3 000 euros par mois. Je compte en acheter d'autres. Venez, on crée une entreprise. Comme ça, cette entreprise-là, les revenus que cela va générer, ça va vous permettre d'avoir de l'argent. Si vous voulez revenir en Afrique, tu vois. Donc, ils sont dans la diaspora, ils investissent, on lance les business, on gère ça comme une entreprise. Et puis demain, ils ont des dividendes. Et on n'investit pas que dans les transports, on investit dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'hôtellerie, en fait, des choses que j'ai faites auparavant où on fait appel à des experts pour pouvoir le faire. Donc, on le fait tous. Et puis, ça, tu vois, ça leur crée d'autres sources de revenus dans plusieurs domaines. Et demain, quand ils viennent en Afrique, bah, écoute, ils ont des revenus, des dividendes qui tombent par trimestre, par mois, par semestriellement ou par année. Ça, c'est pour moi l'option la plus simple aujourd'hui, tu vois. Maintenant, il faut que tout le monde sache que je suis en train de faire ça. Tout le monde sache aussi que c'est possible. Donc, ça, c'est la deuxième option, investir en groupe. Maintenant, il faut bien choisir le groupe avec lequel on investit. Sinon, la troisième option, bah, c'est d'investir dans l'immobilier. Pour moi, l'immobilier, c'est très intéressant. Ça assure des rentes. Maintenant, l'immobilier en France, avant de venir en France, voilà, c'est ça. Si tu es en France, que tu as la possibilité d'investir dans l'immobilier en France, vas-y. Okay. Tu vois, vas-y, si tu peux prendre des prêts bancaires, acheter un bien immobilier, parce qu'en France, tu as ce qu'on appelle le différé. Donc, tu peux dire, tu achètes maintenant et puis tu commences à rembourser dans 2 ans. Mais par contre, pendant ces 2 ans, tu génères des loyers. Moi, c'est ce que j'ai fait. Hein. Donc, je fais un différé de 3 ans. Pendant ce temps, tu génères des loyers, tu payes juste tes intérêts. Donc, tu retombes un peu sur tes pieds, tu génères de l'argent, tu peux prendre ça pour faire d'autres projets. Tu vois. Donc, je connais des personnes qui ont acheté un immeuble de rapport qui leur rapporte 2500 et pendant 2 ans, ils ne payent pas du coup de leur prêt bancaire. Ils ont quelques charges. Il y a 2000 euros qui rentrent dans leur poche. Ils rentrent en Afrique. Ils ont 2000 euros. Pendant 2 ans, ça leur permet de faire tout ce qu'ils veulent faire en se disant qu'ils ont une source de revenus fixe. S'ils s'en sortent avant les 2 ans, génial. S'ils ne s'en sortent pas avant les 2 ans, bah, ils vont voir un peu qu'est-ce qu'ils font derrière, quoi. Parce que quand on lance un business ici, il faut être présent. Hein. Moi, je le vois au quotidien. Je comprends pourquoi plusieurs business échouent. Quand tu n'es pas là, personne ne prendra ton business aussi au sérieux que toi. Ouais. Personne. Même la personne à qui tu as le plus confiance. Même ta mère, elle ne peut pas. Parce que, tu vois, donc il faut être présent. Et moi, je suis le genre là. Pourquoi j'ai mal à la tête? Je délègue énormément. Hein, mais même quand tu délègues, il faut passer derrière. Il faut passer derrière. Voilà, il faut passer derrière. Donc, moi, je ne veux pas blaguer les gens. Oui, l'ancien business, rester à distance, ça va couler tout seul. Non. Non, ça. Il faut prendre du temps, il faut venir régulièrement. C'est le seul moyen de réussir. À moins que tu connaisses des gens qui peuvent le faire pour toi ou qui t'a payé des entreprises pour suivre tes business pour toi. Mais si tu comptes juste sur les amis, la famille et tout, tu risques de te casser la figure, quoi. Donc là, tu donnes des idées de business, d'être une oui, il faut être agent. Moi, je dis ça à plein, soyez des agents. Il faut juste, regarde un peu. Tu vas voir que le besoin est là, hein, le besoin est là. Moi, je dis aux gars, bon, on va créer cette forme d'agence-là. Mais moi, je ne veux pas juste, vous avez plusieurs business et puis on va aller vérifier tous ces business. Venez, on met de l'argent ensemble, on achète ensemble. On a levé quasiment 300 millions de dollars, 300 millions de francs CFA, à peu près 450 000 dollars. Ah ouais. De personnes de la diaspora qui veulent investir. Tu imagines? Tu vois un peu, donc, et on a un autre projet hôtelier, on va lever 500 millions de francs CFA. 500 millions de francs CFA, on se rapproche du million d'euros. Les gens aussi sont aussi prêts, tu vois. Donc, c'est vrai que si tout cet argent-là,
on essaie de bien canaliser ça et on fait des projets structurels et structurés, cela va porter à tout le monde. Tu comprends? Donc, même si tu es un agent sérieux, le but, c'est pas de bouffer l'argent des gens, tu vois. La diaspora envoie 40 milliards de dollars par an en Afrique. Ça, c'est tous les pays. Western Union, tout ça, là. Western Union. Et cet argent sert à quoi? C'est pour acheter des tomates, des oignons, du piment pour que les gens mangent. C'est juste de l'argent de subsistance. Et puis derrière, ils se font arnaquer et tout. Donc, si tu dis, bon, moi, je vais vous aider à bien investir, forcément, il faut avoir l'expérience qui va avec. Parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi avec l'argent des gens. Ou bien tu crées une agence pour dire, tu vas suivre les projets des gens en Afrique. Ça va marcher. Ça va forcément marcher. Ça, c'est une idée de business très porteuse aujourd'hui. Et pour les personnes qui sont intéressées, là, comment on peut rentrer dans ton club d'investissement? C'est simple. Si vous partez sur mon site internet, toutes les informations sont là-bas. Donc, les 20 véhicules que tu vois, c'est les prémices des 200 véhicules qu'on veut avoir dans les transports. Et puis, on a d'autres projets dans la restauration. On veut ouvrir plusieurs restaurants. On veut ouvrir un hôtel. On veut ouvrir des immeubles. On veut créer des cliniques. Donc, vraiment, on veut être présent sur le territoire. Car ça commence forcément en Côte d'Ivoire, parce que c'est là que je suis. Mais demain, le but, c'est que on parte un peu partout. Hein. Pourquoi pas en Guinée? Pourquoi pas, voilà. Pourquoi pas en Guinée? Il faut que le terrain soit balisé, en fait. Non, donc, le but, c'est de... Tu vois, c'est ça. Donc, toutes les informations sont sur le site Internet. Et pour moi, je pense que c'est la meilleure chose à proposer à la diaspora. C'est la meilleure chose à proposer à la diaspora, c'est ce qu'ils attendent. Et si on arrive à faire de bonnes choses avec leur argent, je pense que ça va changer les choses, quoi. En plus, il y a plusieurs milliards qui transitent. Il y a plusieurs milliards qui transitent, 40 milliards. Moi, je vois ça, quand j'ai entendu 40 milliards, je me dis, bon, ok, c'est 40 milliards, mais comment ça vient? Et puis, il y a des gens qui ne s'en sortent toujours pas. Tu vois, tu as des gens qui ont laissé au pays, tu viens 2, 3, 4, 10 ans plus tard, leurs conditions n'ont pas changé. Il y a des gens, par exemple, même de la diaspora, qui investissent pour dire, l'argent que je vais gagner par mois, ça va aider ma famille. Comme ça, moi, j'ai fini. C'est de l'argent à vie, à vitam aeternam, tant que l'entreprise est là. Et comme je mets beaucoup de rigueur, donc voilà, il n'y a pas de raison que ça capote, à moins qu'il y ait un tsunami ou bien qu'il y ait une autre crise, comme on l'a vu, la crise sanitaire. Donc, c'est de l'argent qu'ils vont prendre. La famille, on peut donner à la famille. Et eux, ils sont en Europe tranquilles, ils vivent leur vie, quoi. Ça, on peut tout faire avec. De faire. C'est tranquille. Ouais. Tu vois, c'est tranquille, c'est ce dont, et puis ça nous permet de nous unir surtout, parce qu'on est là tout le temps, unissons-nous, et puis il n'y a rien qui se fait. J'en avais marre d'entendre ça, j'ai dit, bon, allez, si personne ne veut faire, nous, on va faire. J'avoue. Voilà. On passe nos temps à danser. C'est ça, danser, chanter, apprendre. Ah, quand on nous insulte un peu, on nous a traités de singes, et puis on commence à s'énerver, bah, les gars, si on ne bosse pas, si on ne change pas les choses, rien ne va changer, quoi. Donc, c'est un début. Mais c'est un bon début pour plusieurs projets, pour plusieurs choses. Et surtout qu'on crée des emplois ici, il n'y a rien de tel, quoi. Ok. Ah, c'est bien ça. Donc, on va commencer vers la fin. En commençant vers la fin. Voilà, je n'ai même pas vu le temps passer. Je ne parle pas de moi comme ça, hein. Je ne fais pas d'entretien. Je ne sais pas le dernier entretien, quand est-ce que je l'ai fait. Ça, c'est la magie Rafiki Mentor. Si tu vois ma chaîne, tous les interviews, il y a des interviews qui durent 2 heures, 1 heure et demie. Moi, je laisse mes invités parler, se libérer, tu vois. Parce que je n'ai pas envie de brider. Non, il faut faire tel. Non. Tant que tu as des choses à dire, il faut le dire. Donc là, j'ai envie de te dire, je vais te demander si tu avais un message à envoyer à ma communauté, peut-être qui te tient à cœur, quel serait ce message-là? Bon, moi, c'est le message que je donne toujours. Ta communauté, je pense qu'il y a beaucoup d'Africains qui la regardent. Hein. Il y a beaucoup d'Africains plutôt de la diaspora qui sont... Moi, je suis revenu vivre en Afrique depuis plus d'1 an maintenant. Et franchement, c'est petit de dire qu'il y a beaucoup d'opportunités au pays et qu'il faut revenir en Afrique. Moi, je suis un gros défenseur du retour au pays. Tu comprends? Et j'aime toujours donner cette image à chaque fois que je parle. En fait, l'Afrique, c'est un peu une cabane un peu délaissée, une cabane un peu sale, tu vois. Et dans cette cabane-là, tu as l'Africain qui vit dedans. Et l'Africain, il n'est pas heureux, il n'est pas content. Et tu as l'Européen à côté qui vient dans sa cabane qui dit « Ah, Africain, je peux utiliser ton sous-sol là, j'ai appris qu'il y a du diamant dedans, je vais prendre. » L'Africain, il ne sait pas du tout c'est quoi le diamant. Il dit « Vas-y, prends. » Voilà, il ne sait pas c'est quoi. Il prend. L'Européen prend le diamant, il va chez lui, il développe l'Europe. Ensuite, bon, c'est même pas l'Européen qui a commencé, c'est les Arabes qui commencent, qui viennent, qui disent oh, « On a vu qu'il y a pas mal de choses, on peut prendre. » Donc, ils prennent, ils vont, ils développent chez eux. L'Européen vient, il fait pareil. L'Américain vient, ah, j'ai appris qu'il y a du manganèse sous ton sol, je peux prendre. Il vient, il prend.
Le Chinois vient aussi pareil, il se sert. Et l'Africain, lui, il voit sa cabane et puis il voit que l'Européen, chez lui, c'est joli. L'Américain, chez lui, c'est joli. Le Chinois, chez lui, c'est joli. Et l'Africain se dit, il faut que j'aille chez les autres. C'est là-bas que se trouve le miel. C'est qu'il oublie, tout le miel qui est ailleurs, c'est de sa cabane que ça vient. Tu vois, tu vois l'ironie du sort. Ouais, Donc, ouais. tous les enfants de l'Africain, eux, ils veulent juste partir. Et puis les autres se marrent, ils se disent, bah, ils veulent juste partir, mais ils ne savent pas que c'est quand on dit le berceau de l'humanité, c'est chez eux, quoi. Donc, moi, j'ai envie de dire, c'est bien de partir. Et ceux qui partent maintenant, ils se rendent compte que bah, l'Européen, en réalité, il n'a rien d'extraordinaire. Hein. Le Chinois, il n'a rien d'extraordinaire. L'Américain n'a rien d'extraordinaire. Il a juste utilisé sa matière grise et il a utilisé ce qui est chez l'Africain pour la plupart pour créer et construire chez lui. Donc, à tous les enfants d'Afrique, pour moi, la meilleure solution pour développer le pays, le continent, c'est de revenir sur le continent. Peu importe le pays où vous voulez être. Et puis de mettre voilà, vos compétences, vos savoir-faire, vos savoir-être au profit du pays. Et c'est de cette manière que cette cabane que nous pensons être va nous permettre tout simplement de pouvoir être changé en une villa avec plusieurs piscines, de sorte à donner envie aux autres de vouloir aussi revenir ici. Et c'est le grand message que je donne à tout le monde. Cela passe d'abord par l'amour du continent et puis cela passe par le sacrifice. Avec tout ce que j'ai à Dubaï, avec toutes les opportunités que je pouvais avoir à Dubaï, j'aurais pu rester dans mon confort et me dire je reste à Dubaï, je m'en fous de l'Afrique. Mais quand on a cet appel-là dans le cœur, on ne peut pas juste continuer à vivre comme si de rien n'était. Et c'est ici que les choses se passent, clairement. Ok, franchement, c'est super. Donc, je vais poser une question à ma communauté parce que je fais gagner quelque chose hein, dès que la personne répond à la question. Donc, c'est par rapport à ton histoire. Donc, dites-moi, quel pays, le premier pays africain, en plus c'est un pays africain, dites-moi dans les commentaires quel pays, le premier pays africain, Jean-Yves met son pied. Tu mets ça dans les commentaires, tu gagnes 30 minutes hein, de mentorat avec moi gratuit. Tu poses toutes les questions et bah, n'hésite pas. En plus, si tu es en live, bah, réponds tout de suite. Mais la première personne, elle gagne ça. Donc, en tout cas, bah, merci. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin pour clôturer cette interview magique hein, et intime de Jean-Yves comme finalement. J'ai vu. La chance, hein, que j'ai pas 100, 3000 fois. Ça va, la petite chaîne de Rafiki, ça va. Non, mais c'est bien, c'est bien. C'est une chaîne qui va grandir. Pas du tout. Hein. C'est parce que je ne fais pas d'interview. Pas que j'en fais pas beaucoup. Bon, peut-être par manque de temps et tout ça. Mais quand j'en fais, moi, je ne retiens pas l'information. Tu vois, je la donne et puis le but, c'est ça, quoi. Parce que c'est la connaissance qui permet vraiment de pouvoir changer les choses et de changer ses états. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Tu vois. Ouais. Mais quand on sait, on a le devoir de tout faire pour se transformer. Et bah, le mot de la fin, c'est merci à toi. Merci de m'avoir invité. Merci d'avoir insisté. Franchement, tu as bien fait. Pas lâché, hein. Non, mais tu as bien fait, franchement. Désolé, ce n'était pas volontaire. Hein. C'est juste que toi-même, tu vois. Mais en tout cas, merci de m'avoir invité ici. Et puis, c'est un plaisir. Et à tous ceux qui suivent ta chaîne, ne lâchez rien. Allez-y à fond. Donnez-vous tous les moyens pour réussir. Vous êtes les propres chefs de vos vies. Personne ne viendra faire les choses à votre place. C'est vous qui êtes les seuls maîtres à bord de vos vies. Donc, bougez-vous et faites tout pour décrocher la lune et briller, quoi. Tu parles bien, hein. T'es mielleux, hein. Pas du tout. Tu n'as rien vu encore. Ok. En tout cas, allez, merci à vous. Et à la prochaine. Allez, abonnez-vous à la chaîne. Allez. Ouais, abonnez-vous quand même, quoi, les amis. Abonnez-vous. Donnez de la force à Rafiki. Il fait du bon boulot. Ok. Allez, ciao. Merci beaucoup. Allez, au revoir à tout le monde.